Une marque média, pour moi, c'est une marque qui va plus loin que le produit et le service. C'est une marque qui propose du divertissement, de l'information, vraiment plein de formats différents. Le podcast de marque, c'est de la marque média. La marque média n'est pas forcément un podcast de marque. Ça peut être un blog, ça peut être de la vidéo, ça peut être du podcast audio. Tu vois, dans de la marque employeur, on va peut-être être dans des contacts beaucoup plus directs, à l'envoyer à des gens qui sont peut-être en process de recrutement. Médiamétrie recense 149 millions de podcasts écoutés en France rien qu'en mars 2026. C'est énorme. Un Français sur deux a déjà écouté un podcast. En fait, mon média, il commence au même niveau que moi, c'est-à-dire à 0. Et donc à partir de là, le média, il évolue avec toi. La marque média, elle est grand public. Elle se veut grand public. Tu as travaillé notamment pour des podcasts un petit peu plus corpo, comme le podcast de Ferrero. Ferrero, c'est Nutella, Ferrero Rocher, Kinder et Tutti Quanti. C'est une des marques les plus aimées au monde. Qu'est-ce que ça t'a appris sur le podcast de marque ? Est-ce que ça peut apporter à des marques, peu importe leur poids, leur influence dans leur écosystème ? Mais je pense qu'en fait, déjà, le Ferrero, c'était 2020. Donc c'était le tout début et c'était un podcast interne. Ce que j'ai trouvé très intéressant de base parce que quand je suis arrivée dans le podcast, pour moi le podcast ça se donnait à des consommateurs, voilà. Et en fait en ayant cette expérience-là, ça m'a vraiment appris qu'en fait il y avait une multitude de possibilités et qu'on pouvait vraiment en faire ce qu'on voulait en fait. Parce que, le plus important c'était l'objectif finalement et la personne qui va écouter derrière. Bien sûr. Mais dans le podcast de marque, on peut vraiment juste porter des valeurs, un discours interne, même de la formation. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses. Et le but du podcast de marque, c'est juste de porter la marque plus loin en proposant à l'audience, qui ne sont pas forcément des clients. Je pense qu'il faut vraiment faire la différence. Il faut vraiment faire le distinguo. C'est une audience qui va être intéressée par ces sujets, peut-être. Et du coup, c'est justement de leur proposer de l'intérêt, en fait, d'aller leur apporter sur un plateau des choses qui vont vraiment les intéresser, sans forcément aller derrière vendre un produit ou un service. Et c'était le cas pour Ferrero, parce que c'était un podcast RSE. Et en vrai, la démarche était assez intéressante, tu vois. Je pense qu'il y a plein de boîtes qui gagneraient à faire ça. C'est-à-dire que c'est un podcast qui était conçu par les équipes RSE pour l'entreprise, parce qu'ils avaient clairement le sentiment dans leur entreprise, et c'est intéressant que ce soit au sein même de leur boîte, que en fait, personne ne savait ce qu'ils faisaient. Et que pour eux, c'était juste des gens qui comptaient les brins d'herbe en dehors de l'entreprise pour savoir si le bilan carbone, ça s'équilibrait bien, tu vois. Ouais. Alors, ils ne comptaient pas les brins d'herbe, mais évidemment qu'il y avait des choses sur le bilan carbone, etc. Mais en fait, ils faisaient beaucoup de choses sur les packaging, etc. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Et du coup, on est vraiment allé chercher, tu vois, du podcast qui allait porter en interne leur message, ça c'était la base, mais surtout peut-être à terme montrer aussi aux consommateurs, si un jour ça sortait en externe, ce qui n'est pas arrivé, que finalement Ferrero c'était pas que Nutella, que les noisettes à l'autre bout du monde, que ce qu'on voit dans les médias traditionnels, et ils voulaient en fait avoir une voix propre, et je pense que ça c'est quand même la base du podcast de marque, tu vois. Ok, c'était aussi l'occasion pour eux de développer leur marque employeur. Exactement, de montrer qu'en fait, le but du podcast de marque souvent, c'est aussi de donner des billes, soit à des consommateurs pour se dire finalement, j'ai ces billes-là, c'est-à-dire cette info, ce divertissement parfois, des choses comme ça autour d'une marque qui font que, en fait, je trouve que cette crème, pourquoi pas, tu vois, parce que finalement, leur contenu, je les aime bien, et je me sens en adéquation avec ce qu'ils renvoient. Et en marque employeur, c'est hyper intéressant, parce que du coup, là, tu vas aller choper du talent. Exactement. Je postule dans cette boîte, ces engagements me parlent. Et aussi donner des billes à des gens qui sont déjà en interne. Et quand tu es chez Ferrero et que à tous les repas de famille, on te dit, de toute façon, tu fais que tuer les orang-outans, qu'est-ce que tu dis à ça, tu vois ? Et donc, le but, c'était de donner des arguments aussi de choses qui sont positives et que vraiment, concrètement, ils font. C'est-à-dire qu'ils avaient des chiffres, on avait vraiment c'était du documentaire. Donc, on allait dans l'usine voir ce qui se passait, quoi, tu vois. Hyper intéressant. Et donc, le podcast de Ferrero, tu as aussi fait un autre podcast dont on parlera un petit peu plus tard. Mais il y a aussi Crimes oubliés. Crimes oubliés, c'est 2 millions d'écoutes. C'est un podcast que tu as créé en 2023. C'est un podcast qui cartonne dans le true crime et que tu as, toi, créé de toutes pièces dans un genre qui est quand même extrêmement saturé puisque les gens adorent le true crime. Donc, le true crime, c'est tout ce qui est... histoire vraie criminelle. Histoire vraie criminelle, voilà, c'est ça. Il passionne notamment les femmes. Ce podcast t'a quand même valu d'être repéré et publié
il y a quand même quelques mois par une maison d'édition. Donc j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est produit. Eh ben écoute, franchement, je vais pas te mentir, c'est le rêve de ma vie. Moi, j'écris depuis que j'ai genre 7 ans, donc c'était le rêve de ma vie. J'ai laissé ce rêve de côté pendant très longtemps en me disant que, en gros, fallait revenir sur Terre quand même. Et que, honnêtement, être auteur, ça paye pas dans la vie. Ou alors, il faut vraiment faire beaucoup de volume. Mais du coup, quand j'ai lancé Crimes oubliés, j'avais pas du tout l'ambition de faire du livre derrière. Même si j'écrivais encore à côté pour moi. Mais le podcast est très narratif. Donc clairement, quand on écoute Crimes oubliés, il y a matière littéraire, quoi, évidemment. Enfin, moi, j'ai toujours ce style littéraire-là, même si il est oralisé dans le podcast et que c'est ma gouaille et ma patte, et voilà. Mais c'est quand même... je sais qu'il y avait matière. Et en fait, tu sais quoi, ça a été très simple. C'est-à-dire que par rapport à d'autres auteurs, à la base, où tu envoies ton manuscrit à des dizaines de maisons d'édition en te disant... Je croise les doigts que quelqu'un me repère, que voilà, quelqu'un me lise déjà ou lise le synopsis, tu vois, et se dise, ouais, il y a du potentiel. Là, moi, c'était extrêmement simple et c'est un peu success story pour moi parce que Florian, qui est le directeur de la maison d'édition L'Oiseau Noir, du coup, chez qui je suis, a repéré le podcast, et pas du tout moi en tant qu'écrivain ou quoi, mais vraiment, il adorait Crimes oubliés. Et il s'est dit, purée, moi je fais dans ma maison d'édition du polar, du thriller, vraiment de la fiction pure autour du crime, globalement, et du roman noir. Et j'ai envie de me lancer dans le true crime, donc vraiment les vraies affaires et pas de la fiction. Et cette fille-là, elle est parfaite pour faire ça, parce qu'en fait, elle est entre deux eaux et qu'on pourrait vraiment se lancer là-dedans. Donc, je suis la première auteure de leur collection. L'histoire est incroyable. Ah mais c'est génial. Ça m'a ouvert une porte que, je te dis, j'avais refermée depuis très longtemps, quoi. La marque média, c'est un terme qu'on entend partout et que peu de gens savent vraiment définir. Comment tu l'expliquerais, toi, à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est. De quoi ça s'agit, quoi? Une marque média, pour moi, parce que je pense qu'il y a plusieurs définitions, mais pour moi, c'est une marque qui va plus loin que le produit et le service. C'est une marque qui propose, comme je t'ai dit, un peu sur un plateau, mais du divertissement, de l'information. Ça peut être vraiment plein de formats différents, mais autour de leur univers. Et qui vont derrière, ensuite, pouvoir aller, évidemment, pousser leurs produits, leurs services, leurs valeurs, leurs équipes, etc. Mais c'est une marque qui va plus loin que juste avoir un site Shopify, quoi. Tu vois ? Le but, c'est vraiment d'aller apporter quelque chose qui ne soit pas de la vente. Qui ne soit pas de la promo pure, quoi. Donc pour moi, ça se rapproche quand même du content marketing. Absolument. Clairement, c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Et quelle est la différence entre un podcast de marque et une marque média ? La question à 100 000 €. 600 sesterces. Le podcast de marque, c'est de la marque média. La marque média n'est pas forcément un podcast de marque. C'est-à-dire que la marque média, ça peut être un blog, ça peut être de la vidéo, ça peut être du podcast audio, ça peut être, je sais pas, juste de la vidéo courte, ça peut être des capsules, une newsletter, ça peut être un truc interne, justement, une capsule que tu mets sur les écrans à la cafette, enfin... Ça, c'est... Un magazine. Tu vois, voilà, exactement. Ça peut être, aussi du print et tout, évidemment. Oui, parce que là, on parle beaucoup digital, mais évidemment. Le print n'est pas mort. Non, clairement, le print n'est pas mort. Donc, ça peut être ça. Et donc, le podcast de marque est un élément d'une marque média, en tout cas peut l'être. Et encore une fois, dans le podcast de marque, on n'est pas forcément dans du podcast B2C où on va aller derrière parler directement à ses consommateurs, à son audience potentielle. On peut aussi, je te dis, rester en interne et c'est aussi du podcast de marque. C'est juste différent. On va juste pas le traiter de la même façon. On va pas le faire savoir de la même façon. Tu vois, dans de la marque employeur, on va peut-être être dans des contacts beaucoup plus directs, à l'envoyer à des gens qui sont peut-être en process de recrutement. Enfin, voilà. Donc, c'est du podcast de marque, c'est de la marque média en soi. Mais là, pour une fois, je pense qu'on peut dire quand même que la marque média, elle est grand public. Elle se veut grand public. Et elle peut parler à beaucoup plus... en tout cas, grand public qualifié, mais grand public quand même. On n'est pas sur... Qualifié ou curieux, simplement. Qualifié ou curieux, mais en tout cas, le but quand même de la marque média, pour moi, c'est de créer une appétence pour la marque sans forcément qu'on ait déjà testé des produits. Tu vois. Et ça, c'est quand même vachement fort. Et c'est de créer, de devenir top of mind. Exactement. C'est quand même ça le but du film. Le but, c'est qu'on pense à toi. En vrai, je redonne l'exemple du chiot, mais je te dis, je suis matrixée pour ça. Très bon exemple. Non, mais tu vois, j'adopte le chiot. J'y connais rien en chien, disons, tu vois. J'ai vu les vidéos, donc toute la marque média pour le coup de Esprit Dog, merci Tony d'exister. Et en fait, au final, sur Esprit Dog, déjà j'avais jamais pensé à prendre une formation pour élever mon chiot, tu vois. Donc le fait qu'il existe et qu'il en parle, je me dis ah ouais, ça existe. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes, c'est un besoin. D'autres gens le font. Exactement. Ça veut dire que c'est un besoin qu'il a identifié. Exactement. Et du coup je me dis oui, donc ok, il y a des concurrents. Oui, bien sûr. Oui, mais du coup je me reconnais. Ouais. Non mais sans avoir de chien. En amont, bien sûr. Je trouve ça intéressant. Donc je me dis, je regarde des vidéos d'Esprit Dog, j'ai pas de chien, tu vois. Donc, alors évidemment, quand t'as un chien,
Bah, hyper intéressant, tu peux mettre en application, évidemment. Bien sûr. Et donc, quand j'ai un chien, je me dis, bah évidemment, Esprit Dog, la base. Donc, bah, non seulement j'ai regardé les vidéos, non seulement j'ai le chien, mais en plus, j'ai pris la formation, tu vois. Et ça m'a paru normal. Et aujourd'hui, ça me paraît être vraiment... lui, la marque média, il a tout compris, tu vois. Il est partout, d'ailleurs. Sur un secteur assez niche, si j'oserais dire. Mais quand même le meilleur blog de la journée. Et très bien. J'ai tout donné. Médiamétrie recense 149 millions de podcasts écoutés en France rien qu'en mars 2026. C'est énorme. Un Français sur 2 a déjà écouté un podcast. Est-ce que ce chiffre-là est censé changer la manière dont les marques, peu importe que ce soit vin ou spiritueux, mais même en dehors de la filière, doivent adresser cette problématique podcast? Bah, je pense que déjà, le chiffre parle de lui-même. Ouais, 149 millions, c'est énorme. C'est énorme, c'est trop. Après, il y a à boire, exactement. Ouais, il y a à boire et à manger, clairement. Il y a podcast et podcast. C'est-à-dire que si demain, vous êtes dans votre cave avec votre écouteur filaire d'iPhone, ce sera aussi un podcast. Hein. Ouais, mais ça sera un podcast pour vous. Voilà, ce sera un podcast pour votre père, votre mère, votre frère. Donc, dans ces 149 millions, il y a un peu de tout. Et en plus, il y en a qui sont inactifs au sens alimentation du terme, mais je pense qu'en effet, ça dit quelque chose, clairement. Et je pense que les consommations de podcasts ont énormément évolué. Bah, tu vois, je le vois depuis 2016, 2017, ensuite 2020, quand je me suis professionnalisée. Là, ça commençait un peu. Ouais, le grand boom, c'est le Covid. Le grand boom, c'est le Covid. Et depuis le Covid, les gens ont compris qu'en fait, bah, déjà, les écrans... c'était vraiment néfaste très très fort, c'est-à-dire que quand tu passes 13 heures par jour en visio avec ta team parce qu'il faut avoir l'air d'être là, et voilà, bon, il y a un moment, le Covid ça fait beaucoup de mal, et donc les gens, quand ils coupaient leurs courgettes le soir pour faire leur repas, quand ils allaient promener leurs chiens, etc., ils étaient là, plus d'écran en fait, c'est fini, tu vois. Donc ils ont commencé à écouter du podcast, et surtout il n'y avait plus les transports en commun, il n'y avait plus les trajets en voiture, etc., du matin, du soir, donc en fait ces contenus-là ont évolué pour se caler sur des moments de vie du quotidien. Et je pense que c'est vraiment hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, une marque qui, alors soit va se faire de la sponsor, on en reparlera, tu vois, ou être dans les régies pub, etc. Déjà, il commence à se placer un peu sur ce média, donc pourquoi pas, ça peut être une porte d'entrée. Mais une marque qui crée son propre média, elle est vraiment dans les oreilles des gens, ce qui est hyper Exactement, intime, l'intentionnalité n'est pas la même, c'est-à-dire que ce dont on a parlé à maintes et maintes reprises, c'est-à-dire que pour être découvert, on ne tombe pas sur un podcast par hasard. Non. Ça veut dire qu'on doit soit taper le nom du podcast, soit au moins taper un mot-clé. Voilà, exactement. Donc déjà, ça en dit long. Le bouche à oreille. Exactement. Très fort. Ouais. La reco. Mais c'est beaucoup plus fort d'avoir des fans de podcasts que d'avoir des fans, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que l'intentionnalité n'est pas la même. Dans le sens où vous pouvez popper dans le fil d'actualité de gens qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam. C'est ça. Et qui vont pas forcément avoir la curiosité. Absolument. Là où, par exemple, tu vois, je te donne un exemple très concret, sur Crimes oubliés, c'est hyper concurrentiel. En face de moi, globalement, les plus gros, c'est des radios. Ouais. Donc, ont clairement un score d'autorité, si tu veux, qui est bien au-dessus que moi toute seule dans ma chambre. Et pour autant, sur le mot crime, je suis 6e. Quand tu tapes affaires sensibles, je suis 2e. Parce que je me suis positionnée comme ça, et ça, c'est 100% de la stratégie. Hein. Il y a un moment, ça arrive pas comme ça, tu vois. Mais du coup, sur ces sujets-là, je pense que c'est important de comprendre qu'en effet, on ne pop pas par hasard, tu vois, sur du podcast. Et donc, du coup, c'est là où du coup, la découvrabilité va être très compliquée. Parce que tant qu'on ne sait pas que vous existez, vous êtes dans l'ombre. Mais par contre, une fois qu'on est dans le podcast, les gens ont cliqué avec intention, avec conscience sur votre émission. Et du coup, ça veut dire que, 1, il y a une curiosité. Ça veut dire, 2, qu'il y a une appétence, peut-être pour la cover, peut-être pour la voix, peut-être pour la personne. Voilà, il y a des choses comme ça. Et ensuite, il y a le côté... ah bah tiens, j'aime bien comment cette personne amène les choses. Et donc, par rapport à... peut-être, ils écoutent 40 autres podcasts de crimes, tu vois. Bien sûr. Mais par contre, il y en a beaucoup qui me disent, ah mais en fait, comme j'ai fait le tour de tout le reste, et que t'es la seule à proposer des trucs inédits, bah du coup, t'es devenu mon number one, en fait. Oui, sachant que ça, on peut faire un léger rétropédalage, parce que, bon, même si, effectivement, ça reste, je vous rassure, un podcast vin spiritueux sans alcool, on parle toujours de branding, c'est juste que là, cet épisode est vraiment dédié au podcast, et donc à la marque média. J'aimerais juste que tu reviennes peut-être un petit peu sur le positionnement finalement de Crimes oubliés, parce que c'est un positionnement bien particulier, c'est-à-dire que toi, tu as vraiment choisi une niche dans la niche, c'est extrêmement concurrentiel, mais est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu le positionnement ? Mais en fait, il est très simple, c'est-à-dire que j'ai mis 2 ans à le sortir avant de me dire, ok, je veux pas être juste un podcast true crime en plus, j'ai les compétences, je pense que je suis assez fouineuse pour retrouver les infos, voilà, mais par contre, moi, j'étais consommatrice de true crime. Donc, je savais ce qui se faisait, je connaissais très bien le marché, on va dire, du true crime.
Et globalement, j'avais écouté les mêmes affaires, mais en boucle. Enfin, c'est toujours la même chose. Et parce qu'ils se reprennent entre eux, c'est l'AFP du crime, tu vois. On va avoir Xavier Dupont de Ligonnès. Exactement, 8 épisodes, voilà. Donc, ça va être très très long. Et donc, je me suis dit, ok, si tu veux te démarquer un peu, il faut trouver un angle qui soit différent. Et donc là, brainstorm de couple, de tout ce que tu veux pendant des heures. Et donc, le positionnement Crimes oubliés, c'est du true crime historique, qui va sur des affaires qui se base uniquement sur des faits avant l'ADN et les nouvelles technologies. Okay. Donc globalement, avant 1985 dans la police pour que ce soit vraiment mis en application, etc. Donc déjà, ça t'enlève pas mal de trucs. Tous les trucs actuels qui sont en procès, etc., c'est pas pour moi. Déjà pour plein d'autres raisons légales, etc. Avec lesquelles j'ai pas du tout envie de dealer parce que je suis pas une radio avec une armée d'avocats derrière. Et puis pas envie du tout d'aller sur des choses comme ça lourdes avec des familles encore là, etc. Bien sûr, c'est très très dur et j'avais pas envie de ça parce que je lis des choses horribles. Mais là, moi, c'est des gens qui, même ceux qui s'en sont sortis, sont morts depuis des décennies, tu vois, voire des siècles. Donc, voilà. Et donc, moi, mon but, c'est d'aller chercher dans les archives. Et donc ça n'existait pas. Et donc, forcément, comme je te dis, tous les gens qui sont autour de moi et qui me donnent ces retours-là, les 2 millions et quelques, sont des gens qui écoutent d'autres podcasts et qui aiment bien les autres podcasts, mais qui ont fait le tour. Et donc, au final, je suis la porte de sortie de ces gens-là. Et pour certains qui écoutaient des Ondelat, etc., comme moi, tous les jours, je suis devenue leur number one. Parce qu'en fait, le reste, ils les ont déjà entendus. Et sur Crimes oubliés, il n'y a pas de rediff, ou très peu. Donc c'est de l'inédit tout le temps. Donc en fait, au bout d'un moment, plus t'alimentes et plus ça marche aussi. C'est un positionnement quand même... Premium sur le true crime, on va dire, mais très niché aussi. Ouais, premium sur le true crime, mais surtout, c'est un positionnement qui s'est nourri d'un manque observé par les consommateurs de podcasts true crime. Ouais, exactement. Et je pense que si j'avais pas écouté ce genre de truc, déjà je serais jamais là-dedans, mais j'aurais jamais su. Et donc ça pour le B2B, pour le vin, pour les spiritueux, etc. Parce que c'est valable au final et transposable sur n'importe quel secteur, notamment les chiens, l'éducation canine. Non mais donc tout l'intérêt, c'est même pour la filière là de savoir aller identifier qu'est-ce qui ne se fait pas. Et je peux vous le dire, spoiler alerte, rien ne se fait dans le vin spiritueux. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui se fait qui soit vraiment différent. Il y a beaucoup de place à prendre. C'est clair. Et très peu sont prises. Donc en fait, le moindre truc est différent. Il y a un boulevard. On parlait du true crime qui est une des catégories qui est en train d'exploser en ce moment, enfin une catégorie / genre. Est-ce qu'il y a d'autres catégories ou genres qui connaissent un tel succès aujourd'hui ? Tout le côté... témoignage, interview marche très bien, mais témoignage de vie, lifestyle, etc. Je pense notamment... Legend, transfert, tout ça marche toujours très fort, c'est toujours number one. Et depuis le Covid, l'actu, beaucoup. Je dis depuis le Covid parce que les gens avaient, je pense... du mal à s'informer de manière non biaisée ou en tout cas avoir une info un peu claire sur la situation et c'est là où d'ailleurs Hugo Décrypte et tout a pris de la place et aujourd'hui numéro 1 en France, tu vois, sur du podcast notamment, mais pas que. Et Legend, pareil, sur YouTube, ça explose. Donc tu vois, l'actu, l'interview / témoignage, et après il y a le côté aussi... j'ai envie de mettre la santé dedans, mais aussi le côté parentalité, beaucoup. Genre Bliss et tout, qui ont toujours été sur cette vague de succès. Parce qu'en fait, c'est pas comme les chiens, tu vois. Mais quand t'as des enfants, je pense que tu es extrêmement démuni sur plein de situations. Et en fait, le fait d'avoir sur la parentalité, une appartenance forte à un groupe qui globalement vit les mêmes choses que toi, je pense que ça fait du bien. Donc la parentalité, c'est aussi grosse vague de succès sur le podcast. Pour l'actualité, et je pense notamment à Hugo Décrypte, j'ai identifié aussi un autre driver qui peut, pas forcer, mais influencer les gens en fait, à écouter justement des podcasts d'actualité comme Hugo Décrypte, c'est la méfiance envers les médias traditionnels. Clairement. Et en fait, les podcasts deviennent des médias à part entière. Et les personnes qui portent ces podcasts... sont des personnalités publiques. Ah oui, clairement. Et en vrai, c'est aussi transposable sur de la vidéo, je pense, aujourd'hui. Mais dans le podcast, ça marche très, très fort. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit en niche B2B ou même grand public, clairement, on a de plus en plus de mal. Et je pense que tous ceux qui écouteront seront peut-être un peu dans le même cas que nous, à se dire, en fait, qui on croit qu'est-ce qu'on croit ? Est-ce qu'à partir du moment... Est-ce qu'on cultive pas des points de vue différents ? Déjà, voilà, je pense que croiser les sources, c'est toujours sympa. Et puis aussi, aller écouter des choses avec lesquelles on sait qu'on sera peut-être foncièrement pas d'accord, mais c'est aussi sympa de savoir comment pensent les autres. Moi, je pense que ça, c'est de l'intelligence, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je pensais aussi à un autre genre qu'on avait évoqué ensemble.
c'est tout ce qui est épisode qui peut être écouté en boucle, les séances de méditation. Ah ouais. Méditation, les séances ASMR, ASMR, les trucs qu'on écoute par exemple quand on fait une séance de méditation. Les séances de yoga. Exactement, ou qu'on est sur le point de s'endormir, on écoute un peu d'ASMR. En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est une niche qui est extrêmement spéciale dans le sens où, alors déjà, on pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent. Il y a beaucoup de gens qui écoutent. Il y a beaucoup de gens qui écoutent. Et surtout, j'en fais clairement partie. C'est du repeat. C'est-à-dire que si une séance de méditation, on la trouve vachement cool, bien sûr, et qu'elle nous apaise vraiment, il y a 10 chances sur 10 qu'on la refasse. J'ai 3 séances d'ASMR qui loupent depuis 2 ans et demi. Voilà. J'en ai 3. Bon, tu leur fais beaucoup d'écoute à toi toutes. Et c'est pour la même personne. En plus. Voilà. Ouais, mais du coup, tu vois, quand c'est justement, imagine la puissance de ça, si cette personne, tu as confiance du coup en elle. Parce qu'en plus, c'est un truc que tu écoutes avant de dormir. Mais si jamais demain, elle lance par exemple, je sais pas, une marque d'oreiller, mais je lui fais confiance. Bien sûr. Et bien sûr, je lui fais confiance. Bien sûr. Alors que tu la suis. Qui me dit, c'est totalement débile d'ailleurs, mais je lui ferai confiance. Bah oui. Je me dis, mais punaise. C'est hyper Pourquoi ? Mais parce qu'aussi, mais ça on en parlera à un autre moment, mais parce que c'est quand tu t'endors avec la voix de quelqu'un ou tu t'endors en entendant certains mots, c'est là où ta capacité de mémorisation est à son paroxysme. 60% de l'audience podcast à moins de 35 ans compte plus de 50 ans en moyenne pour de l'audience radio. Selon toi, pourquoi ça serait une opportunité pour le monde du vin aujourd'hui ? De se placer sur du podcast, oui. Pour des jeunes générations notamment. Oui. Déjà pour tout ce qu'on vient de dire. Parce qu'au final on dit les jeunes générations, mais je veux pas. Non, il n'y a pas que les plus jeunes. Exactement. Évidemment, il n'y a pas que les plus jeunes, mais du coup, je pense que la défiance dont vous venez de parler envers les médias traditionnels, déjà c'est l'argument numéro 1, clairement. Ouais. Encore une fois, on cherche à aller s'informer ailleurs et tout. Et je pense aussi que justement, c'est pas du tout pour que les nouvelles générations. Parce que les autres générations aussi, tout confondu, sont, je pense, aujourd'hui, en tout cas en 2026, dans la même défiance que les autres, tu vois. Donc je pense qu'il y a cette envie d'aller voir ailleurs. Et ensuite, je pense que sur du podcast, vraiment dans la filière, par exemple, sur des plus jeunes générations, pour le coup. Là, mais majeur, bien évidemment. Bien évidemment. Mais les grosses audiences, aujourd'hui, sur du podcast, pour moi, c'est du 20-35 ans. Moi, c'est 18-35 ans, disons. C'est vraiment des gens qui sont actifs, qui consomment de mieux en mieux, en tout cas qui essayent de se poser des questions. Donc s'il y a des contenus là-dessus, ça va les intéresser. Ouais, bien sûr. Sur le comment, sur le pourquoi, etc. Sans forcément aller directement dans le documentaire terroir, tu vois. Mais plutôt sur des choses vraiment, qu'est-ce qu'on met derrière notre marque, qui on est, pourquoi on fait ce qu'on fait. Est-ce que mettre du sens, c'est de la stratégie, en fait. C'est clairement de la stratégie. Évidemment. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est stratégique d'aller sur du podcast parce qu'on est sur en plus des formats qui sont hyper différenciés, hyper variés, hyper divers, et qu'aujourd'hui, un podcast, c'est pas forcément ce qu'on fait là. Ça peut être aller dans votre domaine, aller faire du documentaire, ça peut être aller proposer des capsules audio hyper... Très bon point, c'est-à-dire qu'on est vraiment au début... Ah ouais. Dans la filière, balbutiement du podcast dans la filière, mais même du podcast ailleurs, tout court. De marque, exactement, le podcast de marque, mais il y a des formats qui vont être popularisés dont on n'a pas encore idée, ce qui est absolument passionnant. Je trouve ça très excitant de se dire que on est au début d'un grand changement, mais le champ des possibles, il est infini. Il est infini, et en plus, quand on a un produit aussi intéressant que je vais mettre la boisson, bien sûr. De manière générale, je pense que c'est quand même une bêtise de ne pas l'exploiter autrement que dans juste une newsletter, quoi, tu vois. Parce qu'il y a des choses à voir, il y a des choses à entendre, il y a des choses à montrer. Enfin, vraiment, c'est hyper varié. Il faut, pour moi, mobiliser les 5 sens. Clairement, exactement. Vraiment. Et en fait, le truc aussi du podcast, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que parce que c'est que de l'audio, par exemple, il n'y a rien d'autre qui passe. C'est faux. Clairement, il y a la personnalité des gens. Bien sûr, la personnalité des gens. Et même, tu vois, dans Crimes oubliés, qui est très immersif, avec du sound design, etc. Donc vraiment, on va créer une ambiance sonore. Moi, je fais du layering d'ambiance sonore, à me dire, là, il faut de la mer, là, de la mouette, là, je veux que les gens soient là-dedans. Non, je te jure, c'est vraiment ça. Moi, un peu de mouette. Exactement. Et tu baisses les mouettes et tu rajoutes du bruit de ville. Il faut que ce soit immersif. Il faut que les gens, quand tu leur dis qu'ils montent les escaliers, ils montent les escaliers. Et je pense que ça, c'est un truc, tu vois, qui est, par exemple, difficilement transposable en vidéo podcast. Je trouve si moi, je le faisais en face cam, par exemple, mais sur du documentaire, des choses comme ça, on peut rajouter plein de choses qui peuvent être faites. Bien sûr, il y a plein de choses. Bon, on va revenir peut-être sur les formats, tu vois, mais on en reparlera. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et pas que pour les jeunes générations, mais en tout cas, les jeunes générations sont consommateurs de ces contenus. Donc, ne pas y être, c'est quand même une bêtise, je pense. Sachant que tout à l'heure, on parlait du fait que le podcast a connu un vrai boom depuis le Covid, mais parce qu'il y a aussi cette recherche d'optimisation de notre temps. C'est-à-dire que quand on a effectivement les mains prises, il faut qu'on continue à soit s'informer, soit à devenir plus intelligent, soit... On a vraiment cette soif de savoir. Ce besoin exactement, de divertissement. Le divertissement est réel.
tu passes pour un débile, et en plus, surtout, ça te dessert plus qu'autre chose, quoi. Mais tu vois, parce qu'on parle de podcast, là, mais est-ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ne suffiraient pas ? Pourquoi une marque aurait besoin d'aller beaucoup plus loin ? Que juste les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, avoir un blog, une newsletter, c'est déjà beaucoup. Ouais. Franchement, pour gérer tout ça, je sais que c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Je le gère pour Comme Écru. Maintenant, il y a une équipe parce que je ne peux plus tout gérer toute seule. Ouais. Mais je le gère aussi pour des clients. C'est énorme. Donc, qu'est-ce qui pourrait motiver qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les encourager, justement, à créer un podcast de marque ? Déjà, je pense qu'il y a un argument de production à prendre en compte. C'est que le podcast, c'est un média long, dans le sens où c'est pas du dans short. Le temps long. Dans tous les cas, ça, tu l'avais bien dit. Voilà. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais surtout même en termes de format. Bien sûr. Même si ton épisode, c'est des capsules de 15 minutes, mais même de 5 minutes, c'est toujours plus qu'un réel sur Instagram. Ouais. Donc, c'est du long. Donc, ces formats-là, ils peuvent être cut, ils peuvent être transcrits à l'écrit pour en faire autre chose. En fait, à partir du podcast ou de la vidéo, par exemple, ou le recyclage de contenu. Tu peux recycler du contenu, tu peux vraiment aller adresser d'autres publics sur de la newsletter, ensuite même du carrousel, des choses comme ça, ou même du post, tu vois, photo, texte, LinkedIn, quoi, pour vraiment aller toucher d'autres audiences qui n'ont pas forcément été curieuses du podcast, parce que peut-être qu'ils sont juste pas consommateurs de podcast, tu vois, mais qui seront peut-être curieux, justement, d'aller voir la suite. Ensuite, l'autre argument, je pense que c'est peut-être un des plus importants, c'est que dans le podcast aujourd'hui, on t'entend. Absolument. On t'entend, on te voit parfois. Et je pense que on sait quand même qui on a en face de nous. Il y a des gens qui ont un masque et qui le portent très bien, mais globalement, on peut pas faire semblant pendant des années. Donc, je pense que dans le podcast... La chasse est naturelle, il revient au Exactement. Non, mais vraiment, et moi, je sais parce que j'ai essayé de le faire dans mon propre podcast en me disant, il y a beaucoup de concurrents, je vais faire comme les concurrents, et du coup, j'étais hyper lisse. C'était pas moi, il y avait pas d'humour. Moi, je suis assez cynique, il y en avait pas. Et en fait, je me suis dit, ok, là, c'est soit je fais un truc comme les autres, et donc globalement, je m'emmerde pendant toute ma vie à faire ça. Soit au bout de 3 saisons, je me dis, attends, c'est pas moi du tout. Du coup, pourquoi faire un truc qui me ressemble pas ? Ça n'a aucun sens. Donc, autant être moi. Et à partir de là, ça a explosé. Parce qu'en fait, j'étais juste différente des autres. Et juste, j'étais moi. Et donc, aujourd'hui, les gens, ils reviennent pour les histoires. Mais ils reviennent aussi pour mon humour noir, qui est à la limite du correct, tu vois, je le sais. Et aujourd'hui... On l'a vu, du coup, avec la Reine d'Angleterre. Pardon, la Reine d'Angleterre. Non, mais aujourd'hui, je laisse des choses dans le podcast, par exemple, qui sont beaucoup plus moi, et qu'avant, je cut au montage. Et donc... intéressant, tu vois, de voir que dans le podcast, en fait, on sait quitter. Et donc, aujourd'hui, pourquoi on bosserait, par exemple, plus avec Comme Écru qu'avec n'importe quelle agence qui fait du branding, etc., 20 ou pas, tu vois ? Oui, bien sûr. Parce que c'est toi, en fait. C'est toi, et on aime que tu casses les codes, on aime que tu dises les choses franchement, sans faire « Ah oui, en fait, peut-être que vous pensez que je voudrais pas vous gêner, mais à un moment, faut se dire les choses, tu vois, pour avancer, en tout cas. » Bien sûr. Et donc, je pense que ça s'entend pas dans une newsletter, même si t'as ton ton d'écriture, etc. Absolument. Je pense même que... si tu peux avoir un ton très oral. Et tu vois, par exemple, pour Comme Écru, parce que c'est bien que on a une petite transition là, mais Comme Écru, donc le podcast, je l'ai créé, je l'ai lancé donc en 2023, parce que j'avais des lecteurs de la newsletter qui se plaignaient de la longueur de la newsletter. Et je me suis dit, punaise, c'était trop intense. Les pauvres. Et je me souviens, j'ai un de mes anciens clients qui m'avait dit, écoutez, j'adore te lire, mais en fait, t'en envoies 2 à 3 par mois. Aujourd'hui, c'est moins. 2 à 3 par mois, je ne suis plus le rythme. J'étais là en mode, t'inquiète, Popiette, on va trouver une solution. Et surtout, il t'écoutait pas comme ça. Exactement. Enfin, il me disait, c'est trop. Ouais. En revanche, moi, je prends beaucoup la route. Est-ce que tu voudrais pas tenter un format podcast ? Et il m'a dit, je suis sûre que ça cartonnerait. Je me suis dit, ok. Mais avant de me dire le ok, il fallait quand même réfléchir parce que je voulais pas arriver en mode, coucou, c'est moi, proposer un épisode et après... et puis juste de la lecture. Exactement, c'était pas du tout intéressant, je ne cherchais pas de la lecture. Moi, ce que je cherchais, c'était naïvement, c'est mon rêve, tu vois. Moi, je voulais inspirer la filière en faisant venir des décideurs de la filière, innovants, créatifs, pour justement montrer ce qu'on pouvait faire quand on décidait de casser les codes. Mission réussie, du coup. À vous de me dire, moi voilà. Mais voilà, donc effectivement les réseaux sociaux, moi je trouve que c'est méga intéressant, mais que tu travailles pas non plus, tu travailles pas la même chose. T'as pas le même espace de parole. Exactement, en termes de personal branding, c'est-à-dire que si j'ai envie de dire merde,
tu dis merde. Je dis merde. Mais c'est Exactement. surtout que je pense, tu ne peux pas aller aussi loin. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui sont sur LinkedIn notamment, où on est quand même assez présente et tout, qui sont des entrepreneurs, hein, je te Bien dis, sûr, dans le bien design, sûr, dans bien tout ça, et ils ont un espace de parole. Ils ont parfois plus de 10 000 abonnés, 12 000, 15 000 sur LinkedIn, ce qu'ils commencent à faire, puis il y en a qui en ont beaucoup plus, tu vois. Et en fait, avec un post LinkedIn, tu peux dire des choses, tu vois, mais tu n'es jamais autant toi-même, tu n'es jamais aussi spontané. Tu ne maîtrises pas l'audience, Tu ne maîtrises pas le pas, reach. voilà, tu ne maîtrises aucun Aucun algo, paramètre. rien Ah, mais du bien tout. sûr, T'es bien là, sûr, genre, bien sûr. j'espère qu'on va tomber dessus, tu vois. Et surtout, tu n'as pas du tout la même relation avec quelqu'un, encore une fois, qui tombe sur ton Absolument. post, etc., qu'avec quelqu'un qui va t'écouter toutes les semaines. Par exemple, Absolument. je prends l'exemple d'une de mes clientes de Daphné Moreau. Elle a vraiment, je te disais, c'est 100% de ses clients, c'est des gens qui écoutent son podcast. Donc déjà, à partir de là, c'est bingo, en fait, Ouais. c'est que de l'acquisition pure. Et en plus, à côté de ça, elle a 600 000 personnes sur Instagram qui la suivent. Et en fait, aujourd'hui, les deux audiences ne se cannibalisent pas, mais ce sont vraiment des vases communicants. Ouais. Il y a des gens qui écoutent le podcast qui savent pas du tout qu'à côté, elle fait de l'influence sur Insta, et l'inverse aussi. Et en fait, je pense que ça, c'est important de comprendre que les réseaux sociaux, c'est un espace de parole, mais qui est extrêmement minime. Et donc aujourd'hui, là où elle poste, je sais pas, ses outfits sur Instagram, tu vois, sur son podcast, elle fait du développement perso assez poussé, où vraiment, moi, je monte ces épisodes, il y en a qui changent ma vie, dans le sens où vraiment ça me crée des réflexions qui sont bien plus importantes et bien plus intéressantes, et en fait qui permettent de la rencontrer, elle. Bien sûr. Et en fait sur Instagram, tu la rencontres pas, hein. Tu dis juste, ouais, c'est une nana stylée qui est bien habillée. C'est créer un espace de rencontre. Clairement. Ouais, bien sûr. Tu crées un espace de rencontre avec ta marque, en fait. Ça, pour moi, c'est aussi l'occasion, notamment pour certains dirigeants, pour certains fondateurs dans le secteur, de travailler leur personal branding. Mais bien sûr. C'est-à-dire que le personal branding délégué à des agences que vous ne rencontrez pas, par exemple pour faire des posts LinkedIn, moi ça je trouve ça super dommage parce qu'ils ne conservent pas du tout votre ton de voix. Quand vous rencontrez des gens dans la vraie vie, et ben donc il y a vous en face de nous, et puis il y a votre poste qui ne vous reflète absolument pas dans la vraie vie, et moi ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que on est en train de gommer un petit peu tout ce qui fait notre différenciation, et puis alors là vraiment on a accès, je parle du soi, on gomme le soi, c'est pour moi quelque chose de... C'est impensable de gommer la personne qu'on est, c'est terrible, parce que ça équivaut peu ou prou à du mensonge ou de la dissimulation, tout ce qu'on veut. Enfin, je trouve que c'est dommage, sachant que chez tout le monde, il y a forcément des trucs à faire ressortir, que ce soit dans le pro ou dans le perso. On amène toujours du pro dans le perso et du perso dans le pro, et c'est OK. Moi, tout ce que je dis, c'est que quand on fait du personal branding, on évite de faire du personal branding, qui est l'art de raconter des trucs qui ne sont pas intéressants pour sa marque et qui ne servent pas le positionnement. On s'en fout du nom de votre première gerbille, malheureusement. Puis la gerbille. Mais bref, tout ça pour dire que ça offre aussi un point de contact, une relation différente. Et beaucoup plus profond. Absolument, avec l'audience. Résultat, il y a des gens qui ont l'impression de vous connaître davantage. C'est-à-dire qu'on a accès un petit peu ou prou à la manière dont la personne... clairement. Et puis si c'est du B2B, ça peut être vachement aussi axé autour de la méthode, etc. Moi, il y a des gens, je sais, où j'écoute leur podcast, mais juste à la voix, et j'entends que la personne s'écoute parler, qu'il y a des trucs comme ça, je sais. Ça, c'est quand même un délire. Je n'irai jamais travailler avec des gens comme ça, et c'est OK, il y en a plein qui bossent avec eux, mais moi, je sais, je ne signerai pas du contrat genre de clientèle avec des gens comme ça, parce que je sais que dans la presta ce sera pas forcément un truc qui m'intéressera, tu vois. Et du coup je pense que ça c'est hyper important, parce que sur LinkedIn, et en vrai t'as un super exemple en face de toi, sur LinkedIn je ne me ressemble pas du tout. Absolument pas. C'est un enfer, donc j'y travaille, tu vois, mais je me dis en podcast je suis beaucoup plus moi-même, même mais parce vidéo, que c'est ton média. Ouais, c'est chez moi, quoi, tu vois. J'ai l'impression que par exemple sur LinkedIn, c'est pas chez moi. C'est juste, c'est chez les autres, et puis il y a tous les autres aussi, ils sont tous là, tu vois. Absolument. Et puis la concurrence est rude. Ouais, et puis il faut avoir l'air d'exister, en fait. Et à partir du moment où il faut avoir l'air d'exister, c'est vachement dur. Tu vois, parce que tu dis, en fait, qu'est-ce qui fait que moi, je me différencie ? Est-ce qu'avoir l'air d'exister, c'est exister ? Vous avez 2 heures. C'est ça. Alors qu'en fait, en podcast, c'est chez moi. Et du coup, si t'es tombé là, c'est que t'aimes bien être chez moi, en fait. Ouais, bien sûr. L'intentionnalité n'est pas la même, encore une fois. Est-ce qu'une marque média, c'est uniquement réservé aux grandes maisons, ou alors quand tu es porteur de projet, quand tu souhaites lancer ta marque de vin, de spiritueux, de sans-alcool, de boisson, est-ce que tu peux toi aussi aspirer à créer ton propre podcast ?
tu peux clairement faire un lancement. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Déjà, quelqu'un qui documenterait un lancement, c'est une création de marque de A à intéressant. Z, ça serait fantastique. D'ailleurs, les coulisses, ça serait fantastique. Le côté coulisses dans le podcast marche assez vrai. bien. Surtout sur des formats même qui sont pas trop longs, qu'on peut envoyer en prospection, qu'on peut envoyer à des clients. Voilà, des choses, on n'y pense pas, mais à envoyer en direct, c'est vachement intéressant. Donc, on n'est pas du tout obligé d'être une grande maison. On n'aura pas les mêmes moyens, faut être quand même, je pense, honnête. Tu n'auras pas forcément, au départ en tout cas, la même évolution, etc. Par contre, je pense qu'on peut avoir les mêmes objectifs, ça c'est sûr. Que ce soit de la notoriété, de l'acquisition, de la crédibilité dans son domaine, porter de l'innovation, de la fidélité client aussi, de la marque employeur, on disait. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mais je pense que ces objectifs-là sont communs à tous. Je pense juste qu'en lancement, on va peut-être être justement sur quelque chose de plus facile. Parce que du coup, il n'y a pas tout un background derrière. Donc, en fait, à part les coulisses du lancement et tout, finalement, il n'y a pas trop d'historique. Et donc, c'est hyper intéressant de se dire, en fait, mon média, il commence au même niveau que moi, c'est-à-dire à 0. Et donc, à partir de là, le média, il évolue avec toi. T'en fais un journal de bord. Et c'est clairement un journal de bord. Et c'est hyper intéressant, tu vois. Et je pense que ça, il y a... Mais ça demande beaucoup de temps quand même pour un créateur de marque, pour en accompagner. Oui. Je me dis, oui, mais encore une fois, moi, j'ai vraiment les deux cas de figure. Des gens qui sont ultra ambitieux sur la régularité, notamment. Oui. Alors moi, j'ai une fille, elle m'a dit, je voudrais faire 2 épisodes par semaine. Waouh. Mais elle a lâché son... J'avais fait mes devoirs, donc j'ai vu qu'elle avait lâché son dernier podcast en 2020. Ah oui. Et puis elle a lâché... Elle a lâché. Plus son, plus d'image. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, ça me fait tiquer ça. Ça veut dire que t'es très ambitieuse, t'as envie de beaucoup, mais qu'en fait, tu le tiens pas dans la longueur. Ouais. Donc, elle venait me chercher pour du podcast management, donc du coup, ce problème-là va ne plus exister, tu vois. Mais globalement, il y a des gens qui sont très tout feu, tout flamme, notamment en lancement. Bien sûr. Et qui en fait, s'épuisent. Voilà, qui s'épuisent parce que c'est exigeant, parce que faut les ressources, encore une fois, en interne pour le faire, etc. Ou externaliser, donc avoir... C'est quand t'as du temps ou de l'argent. Voilà, exactement. Et du coup, je pense que, hyper intéressant en lancement, mais moi, je conseille vraiment de commencer petit. Ah non, mais bien sûr. C'est-à-dire que je préfère quelqu'un qui me fait un épisode de 15 minutes par semaine, où moi, la moyenne, c'est 2 par mois. Et c'est très bien, en B2B, ça suffit amplement. Et ça n'empêche pas Daphné de choper tous ses clients par là, ça n'empêche pas Loïc d'aller chercher du monde grâce aux médias. Enfin, tu vois, donc je pense qu'il y a plein de gens qui devraient commencer petit. Bien sûr. Donc justement, sans se dire que ça va leur prendre 3 heures par semaine, c'est pas le but, tu vois. Mais le but, c'est juste... avoir un bon matos, se poser pas dans un open space, tu vois, et faire un son de qualité, c'est la base, pour ensuite juste proposer quelque chose de qualité et de valeur. Donc en fait, c'est penser ce qu'ils veulent dire, à qui le dire, et comment on le fait. Point, c'est tout, tu vois. Et derrière, tu fais un post pour en parler, c'est déjà très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une machinerie de 15 personnes derrière, etc. En fait, je suis un peu partisane de dire qu'à force de courir 2 lièvres à la fois, on va en louper un. Tu vois. Je préfère qu'il soit monotâche. Mais qu'il fasse bien. Exactement, qu'il fasse bien, parce que la dispersion, notamment quand tu es en lancement, c'est le pire des trucs à faire. Et c'est surtout l'argent ne poussant pas sur les arbres. Je préfère leur dire, écoutez, on commence avec ambition, oui, mais on va bâtir les choses brique par brique. Clairement. Et donc là, vous êtes en train de me parler de mettre vos portraits de famille au mur, alors que vous n'avez pas coulé votre dalle. C'est ça. C'est pas possible. C'est pour ça que c'est un peu le souci, c'est-à-dire que moi j'aurais du mal à travailler par exemple en B2B sur du podcast management où je te dis je dois vraiment connaître la marque et tout, sur une marque qui est trop early. Mais trop early dans le sens pas genre, si c'est pas commercialisé par exemple, pourquoi pas, tu vois. Mais par exemple trop early en mode on sait pas trop à qui on parle, on n'a pas de strat, il n'y a pas de plateforme de marque, il n'y a pas de charte graphique, tu vois, il n'y a pas la base, quoi. Bien sûr. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand tu as un média, ça se construit pas sur rien du tout non plus. Non, c'est un média qui ça porte quelque chose. Donc s'il n'y a rien à porter, laisse tomber, quoi. J'avais une question à poser par rapport au podcast B2B et à tout ce qui est usage interne, puisque 43% des décideurs utilisent le podcast comme canal principal de consommation de contenu professionnel. Est-ce que c'est un chiffre qui te surprend ou pas ? Parce que c'est au même niveau que la newsletter et le webinaire au final. Moi, je te dis, ça me surprend. Je pensais que le webinaire, c'était... En fait, je suis vraiment restée dans un monde un peu trop corpo, mais je pense qu'en effet, les choses ont beaucoup évolué ces dernières années. Et maintenant, ça m'étonne moins, parce que je me dis, justement, les consos ont changé, les gens sont dans leur voiture, dans les transports, dans machin. Pourquoi pas continuer d'évoluer dans son métier, etc., grâce à ça, pourquoi pas. Et surtout, c'est beaucoup moins corpo, justement, en termes de format et tout, que les webinaires, les newsletters, etc., qu'on se farcit à longueur de journée. Donc, au final... je pense que c'est justement un média qui fait que je comprends pas pourquoi on n'y va pas plus en fait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui c'est un canal privilégié, même avec ses salariés, avec ses équipes, ses franchisés, ce que tu veux. Tu vois, tout à l'heure on parlait de marque média et une des premières marques médias dans l'agriculture c'est The Furrow qui
qui est un média qui a été créé par la marque John Deere. Donc, on la connaît tous, cette marque. Ce qu'on sait beaucoup moins sur John Deere, c'est qu'en 95, elle a lancé justement The Furrow, qui était un magazine. Et ce magazine a été créé pour aider donc les agriculteurs dans leur gestion d'exploitation. C'était pas du tout, il n'avait pas du tout pour viser à faire la pub de John Deere et des équipements, des tracteurs, contenu, des moissonneuses batteuses. C'était vraiment la création du content marketing. Aujourd'hui, le pic des lecteurs, il a été atteint en 1912, tu avais 4 millions de lecteurs. Là maintenant, aujourd'hui, tu as encore 2 millions de lecteurs. C'est énorme. Et tu n'as presque pas de mention de John Deere. C'est vraiment resté un média qui est là pour accompagner les agriculteurs dans leur stratégie pour moi, c'est clairement une super success story. C'est une super success story. Et ça date de 1895. Ouais, comme quoi. Non, mais c'est intéressant, ça veut dire qu'aujourd'hui, le média peut même être à côté. Absolument. De la marque sans forcément... Absolument. Demain, vous êtes, je sais pas, vous êtes Caudalie. Est-ce que tu vas dire dans le média que tu es Caudalie ? Pas forcément. Tu peux, évidemment que ça va être mentionné par-ci, par-là, les descriptions, etc. Et je pense que c'est aussi de la transparence de le dire, tu vois. Mais par exemple, quand on a fait le podcast sur Lundbeck, c'était de la fiction. Est-ce que en intro ou trop à chaque fois on est là bonjour c'est Lundbeck qui vous parle? Non, pas du tout. C'est de la fiction, c'est un truc immersif. Sachant que je pense qu'on avait prévu cette question pour plus tard, mais peut-être là vu qu'on parle de Lundbeck, ce serait peut-être bien que tu nous expliques de quoi parlait le podcast. C'était pas un sujet super joyeux. Non, mais je pense que c'est intéressant d'en parler sur le côté pour les gens qui nous écoutent, sur le côté s'adapter à qui écoute. Parce que je pense que c'est un bon exemple. Lundbeck, c'est un labo pharma qui bosse notamment dans la santé mentale, même que je crois. Et en fait, ils sont venus faire un appel d'offres pour un podcast de marque, disons, qui ouvre le débat autour de la dépression. C'est tout. Qui ouvre la discussion entre les aidants, les malades, voilà. Et en fait, j'ai gagné cet appel d'offres avec de la fiction sonore, alors que clairement les autres avaient plutôt proposé du discours descendant d'un psychiatre qui va dire alors la dépression c'est une maladie tu vois, mentale et tout, et je me suis dit mais en fait les gens malades ils n'ont pas du tout envie d'entendre ça, et puis les aidants ils savent très bien ce que c'est, donc c'est non, tu vois. Donc je me suis dit ok, qu'est-ce qui serait intéressant pour ouvrir la discussion autour de ça? Et en général, je viens du livre, tu vois, donc la narration, les choses comme ça, l'histoire va ramener quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, qui va écouter ce podcast? Est-ce que c'est les psychiatres, etc.? Non, c'est-à-dire eux, la dépression sont courants, tu vois. Donc, le but, c'était d'aller se dire, c'est les malades, surtout, qui vont aller peut-être écouter ça. Un aidant, un proche, tu vois, qui dit, tiens, tu devrais peut-être écouter ça, peut-être que ça va te parler, c'est une fiction sonore, tu me diras ce que t'en penses, tu vois. Et à partir de ça ouvre de la discussion et Bien tout. sûr. Et donc, à partir de là, moi qui suis très portée, là, on avait bossé en studio avec des ingé-sons pour le sound design, etc., tu crées pas une ambiance sonore avec des klaxons de partout, des stimuli de partout et tout, alors que les gens qui sont en dépression, tu t'intéresses quand même tout petit peu à ce qu'ils écoutent, et que c'est des gens qui ont trop de stimuli dans leur tête, qui ont du mal à se concentrer longtemps, etc. Donc ça impacte quoi? Ça impacte l'ambiance sonore, ça impacte la durée des épisodes, ça impacte la manière dont les acteurs vont parler parce que c'était des voix off studio. Tu vois, ça impacte beaucoup de choses. Et donc ça impacte aussi toute la manière dont on va en parler. Ensuite, dans le faire savoir que ça existe, tu vois. Et donc ça, c'est intéressant, c'est juste un exemple de... en fait, ça se pense en amont. Et si tu le penses comme ça, c'est un carton. C'était un podcast hyper niché, surtout utilisé en hospitalier. Il y a eu plus de 40 000 écoutes en 2 ans, je crois. Donc genre, c'était beaucoup, quand même, pour un petit podcast. Donc au final, tu vois, je pense que c'est l'importance de l'amont, en fait. Parce que la prod, ça se règle toujours. On trouve des solutions, tu vois. On peut apprendre des choses sur le tas. Mais la strat, si derrière... t'as rien prévu, ça va très très vite s'essouffler, quoi. Tu vois, l'importance de connaître sa cible, dans tous les cas, on le dira jamais assez, mais cet exemple super concret du sound design pour des personnes qui sont dépressives, oui, ça me semble évident, en fait, qu'il faut pas... mais ça marche aussi, tu vois, cet exemple-là, ça marche pour, je sais pas, tu veux parler à des sportifs. Les sportifs, genre ils courent, ils font leurs séances, etc. Fais des épisodes qui durent les séances, intéresse-toi. Oui, bien sûr. Je te disais que dans la filière vin et spiritueux, on a des commerciaux terrain qui font des centaines de kilomètres par semaine. Est-ce qu'un podcast de formation, ça pourrait être intéressant? C'est particulièrement intéressant. En vrai, je pense... dis oui. Je dis oui. Non, mais sur l'interne, c'est extrêmement sous-exploité. Ça pourrait changer leur façon de vendre. Ça pourrait tout changer dans leur façon de vendre. Ça pourrait être, je te dis, c'est l'AFP de la marque. Donc le but, c'est que les gens puissent reprendre les éléments de langage et qu'il y ait une cohérence qui se crée. Donc cette cohérence, alors à part tu fais venir un formateur et puis tu payes du présentiel et puis tu peux faire ça. Ils le font, ça sera pas le même coût. Évidemment, c'est pas le même coût. Et surtout...
ta formation, alors je veux pas dire qu'elle est evergreen dans le sens où ça va durer toute la vie, parce qu'évidemment les choses elles évoluent, les éléments de langage ils changent, etc. Mais reproduire un épisode de podcast, t'es pas obligé de faire revenir toute ta clique je ne sais où à Pantin pour faire une réunion de groupe, tu vois, faire venir le formateur, le truc. Tu peux vraiment changer ça, et en plus il y a des moments, je pense, et des boîtes dans lesquelles c'est vraiment intéressant. On a déjà pas mal parlé toutes les deux de la franchise et tout, mais je pense que c'est vraiment hyper intéressant, dans le sens où la franchise, c'est l'exemple même de je suis une marque, j'ai envie que les autres petites filiales aient exactement la même teneur que moi, les mêmes valeurs, la même. Je veux pas qu'ils disent blanc quand moi je dis noir, tu vois. Un discours, typiquement on en parlait, Maison Nicolas. Pour moi, Maison Nicolas, venez. Si vous avez quelque chose à faire, s'il vous plaît, c'est vraiment un podcast de marque en interne. Vous pouvez bien entendu faire un podcast de marque en externe pour justement retravailler toute votre histoire, branding et tout. Exactement, pour alimenter un peu votre rebranding, parce qu'on vous en a mis plein la gueule partout en disant le logo il est pas beau, mais évidemment un rebranding ce n'est pas juste un logo. Non. Ça je mourrais sur cette idée, mais faut le sortir maintenant du coup. Oui, il faut le sortir maintenant, voilà. Mais clairement, un podcast de marque en interne pour travailler la marque employeur, pour faire en sorte que tout le monde soit au diapason, qu'il n'y ait pas un franchisé qui dise ça, un autre qui dise autre. Enfin bref. Puis pour moi, ça fait partie du process même de recrutement. C'est-à-dire que d'onboarding de tes salariés. Mais t'imagines juste, en fait, moi je me dis que si jamais j'avais été recrutée dans une entreprise qui avait eu, je sais pas, un podcast de marque qui m'avait dit écoute ça, tu sauras t'as une semaine, t'écoutes ça la première semaine, tu comprends tout en fait. Plutôt que de me taper une bible de marque avec un organigramme qui est plus à jour depuis l'Antéchrist. Ouais, clairement. Non, mais on signe. Oui, on arrive. En réalité, c'est tout bête, mais un podcast de marque, déjà, ça permet peut-être de faire parler différentes business units. Qui sont clairement oubliées la plupart du temps dans un coin. Exactement, je pense notamment à la RSE. Exactement, tout ce qui est admin, tout ce qui est RSE. C'est des idées qui aujourd'hui ne sont pas exploitées et à tort. Et il y a un truc aussi, c'est que ça rapproche des équipes. Notamment les dirigeants, etc., qui se sentent un peu solo dans leur tour d'argent. C'est un peu l'idée, parfois. Aussi. Et puis juste d'éviter peut-être... Le discours descendant, bien sûr. Si tu évites ça, c'est bingo. Parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin que d'une chose, c'est de comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font, d'avoir du sens. Et bien en fait, ce sens-là, dans une newsletter, tu l'as très peu. Vraiment. Et puis déjà, est-ce que votre newsletter interne, elle est lue ? Non. Franchement, il y a très très peu de gens qui lisent la newsletter interne et les vœux du directeur à Noël et tout ce que tu veux. Il y a un moment. Le directeur, on l'entend jamais parler, mais on lit. Non. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il me souhaite joyeux Noël, tu vois. Absolument. Alors que par exemple, ça on en parlait, le directeur qui fait un message audio, un peu, je reprenais l'exemple des allocutions de la reine d'Angleterre, mais en l'occurrence. Encore elle, définitivement. Mais une allocution de ce style pour dire, cette année, il s'est passé ça. Merci pour tout ce que vous avez fait. Où on en est, où est-ce qu'on va. Exactement. Où on en est, où est-ce qu'on va, les recrutements, les départs. Je sais pas, il y a tellement de choses à dire. La vie de l'entreprise aussi. Exactement, la vie de l'entreprise. Culture d'entreprise. C'est un média de culture d'entreprise. Exactement. Clairement. Et on en a bien besoin. Est-ce que tu aurais 2-3 idées de concepts clés en main à proposer à des acteurs de la filière vin et spiritueux? Donc bien évidemment, on parlait du podcast de formation d'une franchise, Nicolas. Podcast externe, Maison Nicolas avec l'histoire de la marque, ça peut être super. Quoi d'autre? Mais tu vois, ça, typiquement, le truc de Maison Nicolas, oui. Ça va pas durer 10 ans, un podcast sur le rebranding de Nicolas. Non, le but, c'est vraiment de créer des capsules. Non, mais sur l'histoire des capsules temporelles, où tu suis, en fait. Ouais, exactement. Mais ça, c'est très possible. Tu suis l'histoire d'un caviste. Ouais, en fait, le truc, c'est que aussi, il y en a, je pense, et beaucoup peut-être même dans la filière qui pensent podcast, qui se disent « Ah ouais, mais un podcast, c'est toutes les semaines, c'est machin. » Mais pas forcément. Ça peut être, par mois. Voilà, et puis même, ça peut être une capsule de 10 épisodes, tu les diffuses ensuite sur 10 mois, et puis c'était le podcast de l'année, et t'es pas obligé d'en refaire tous les ans. Bien sûr. Donc voilà, je pense. Et après, il faut communiquer dessus. Voilà, exactement. C'est juste ça. Mais tu peux aussi, du coup, le réutiliser pendant des années. C'est ce que font plein d'événementiels. Bien sûr, parce qu'a priori, ils vont pas se rebrander demain. C'est ça. On va arrêter. Mais il y a aussi le côté documentaire dans la filière qui est hyper intéressant. Évidemment que c'est un format qui est un peu plus logistique, qu'il faut y penser, que si on veut faire les choses bien, il faut un bon preneur de son. C'est des trucs auxquels il faut penser, mais à la limite, c'est plus votre problème si vous déléguez ça. Mais je pense que c'est un format qui marche bien dans le sens où aujourd'hui, on manque d'humains. Voilà aussi pourquoi le podcast marche beaucoup. C'est que on aime bien savoir qui on a en face, quoi. Et puis aujourd'hui, on fait beaucoup de tri aussi, je pense, beaucoup plus qu'avant. Autour de moi, je le vois, tu vois, on fait du tri autour de nous. Et du coup, aussi dans les marques qu'on utilise, on écrème.
et on essaye de revenir, je pense, le plus possible à l'essentiel. Et je crois que ça marche aussi pour la boisson, tu vois. Bien sûr. On fait hyper gaffe à ce qu'on boit et tout. Bah, tu vois, on en parlait avec Ethic Drinks, mais c'est un peu ça. Et en fait, le but, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je vais montrer de ma boîte pour que je sois pas juste un énième domaine, une énième bouteille, tu vois. C'est une énième start-up. Genre, c'est quoi que ça apporte aux gens? Mais ça peut apporter de la joie, ça peut apporter de la beauté, ça peut apporter du plaisir. Le côté divertissement, c'est quelque chose qui est encore sous-exploité dans la filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois des podcasts vins spiritueux, c'est souvent on fait des portraits de vignerons, c'est très intéressant. Mais globalement, le portrait de vigneron, après, c'est souvent orienté très terroir et pas trop histoire de vie, reconversion. Et surtout, votre consommateur va pas écouter ça. Exactement. Mais alors, le consommateur, je suis pas convaincue effectivement qu'il écoute de lui-même, qu'il écoute de lui-même, mais par contre, si tu lui mets en avant que des parcours de vie mais ultra singuliers, des reconversions, des gens qui ont surmonté des difficultés, ça oui en fait. Proposer une fiche à côté pour dire ça existe. Oui, mais non, mais juste déjà, t'as les réseaux sociaux, oui, bien sûr. T'as ton site web, oui, bien sûr. T'as plein de choses. Mais même en vente, justement, si ton vendeur il dit genre, au fait, n'hésitez pas à aller voir sur le site, vous avez le vigneron qui vous a fait le vente. On parlait du podcast en interne, donc dédié aux équipes, c'est très bien, mais podcast en interne dédié aux revendeurs pour aider les distributeurs. Bien sûr, qui n'ont pas d'argument pour vendre le vin en fait. qui se retrouvent avec les mêmes discours. Ouais. Qu'est-ce que tu dis plutôt qu'un autre? Comment vous vous différenciez de la concurrence? Exactement. Bah justement. En fait. Exactement. Et d'ailleurs, en vrai, pour l'anecdote, on avait une très bonne caviste avant où on était, qui était extrêmement bonne là-dedans. Elle faisait venir parfois des vignerons pour des events et tout, mais au-delà de ça, elle connaissait les gens. Et du coup, si ton revendeur n'a pas forcément cette connaissance, bien sûr. Voilà, très relation et tout avec les gens en direct, c'est possible et c'est ok, tu vois. Mais du coup, dans ces cas-là, s'il y a un discours qui existe de la marque et qu'il te donne sur un plateau, mais les gens, ils vont les utiliser, mais c'est évident, tu vois. Parce qu'en plus, c'est un truc où c'est un outil commercial. Hein. Ouais, et puis surtout, ça crée de la curiosité. Et la curiosité, ça fait vendre. Et ce que tu disais aussi, on en parlait hier, c'est tout ce qui est captation de table ronde, par exemple, Provine, Wine Paris, on fait de la captation. Ça commence à arriver là. On le met en podcast. Vraiment, ça, c'est tellement dommage parce que la matière est là. Ah ouais. Souvent, c'est enregistré. C'est capté, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fout avec ça? Eh ben, rien. Il faut le valoriser, en fait. On n'en fait rien parce qu'encore une fois, il n'y a personne qui s'en occupe en interne. Parce que manque de temps, manque d'argent. Mais parce que aussi, pas l'idée. C'est-à-dire que les gens, l'event est passé, ils ont passé des mois sur cet événement. C'est passé. Tu vois. Et c'est si dommage. Et en fait, pour le salon d'après, en fait, tu te dis, genre, comment on fait pour réexploiter ce qui s'est passé dans ce salon, les sujets qui sont brûlants, etc. Ils sont brûlants maintenant, ils ne sont pas brûlants dans un an. Non. Tu vois, donc ça veut dire que... veille innovation. Voilà, donc derrière, il faut aller justement chercher du podcast management, des gens comme toi qui sont là pour bosser sur ces events et qui vont dire, ok, vas-y, qu'est-ce qu'on fait de cette matière qui est géniale, tu vois? Comment on le réexploite, quoi. Après, évidemment, tu le sais, tout ce qui est podcast ASMR, j'y crois. On le fera, promis. Ouais, j'y crois. Il y a autre chose dont j'aurais bien aimé que tu nous parles, c'est ce que tu as mis en place avec une cave coopérative. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Tout à fait. Ouais, j'ai signé avec le Cellier des Demoiselles, du coup. Cellier des Demoiselles qu'on a reçu puisqu'on a reçu Khadija l'année dernière dans le podcast. Ouais, très bon épisode d'ailleurs, c'était vraiment hyper intéressant, très cash. Moi, ça m'avait beaucoup appris de choses, notamment sur les caves coopératives que je connaissais pas très bien. Et honnêtement, avec le Cellier des Demoiselles, c'est le genre de projet que je veux faire depuis que je te connais, donc ça fait genre 7 ans, dans la filière vin, et notamment œnotourisme. C'est-à-dire qu'avec le Cellier des Demoiselles, ils ont un parcours œnotouristique aujourd'hui avec un guide qui existe, notamment haute saison, l'été, etc., dans les Corbières. Et ce parcours-là emmène jusqu'à la dégustation. Tout ça est aux frais de la princesse, pour l'instant. Bien sûr. Et du coup, le vrai problème du Cellier des Demoiselles, c'était ce côté coût, balance un peu bénéfice-risque, on va dire, d'avoir quelqu'un qui attend un peu le chaland pour aller faire la visite du domaine, etc., et pour emmener jusqu'à la dégustation. Et donc, Khadija a eu l'idée brillante, honnêtement, de proposer ça en audio, avec justement du QR code, d'avoir un parcours en autonomie, qui entre guillemets, ne prend plus en otage les gens avec un guide qui va à son propre rythme aussi. Différenciant aussi. Très différenciant, parce que du coup, je ne connais personne pour l'instant qui le fait. Moi, ça fait vraiment des années que je pense à ça et que je me prends des portes, clairement, des grosses portes fermées. Et donc, je suis ravie de les accompagner là-dessus parce que du coup, on crée aussi un parcours audio qui n'est pas du tout typique parce qu'en plus, c'est toutes les personnes qui travaillent à la cave coop qui vont parler.
Et donc, on a le gars qui s'occupe du chai, il va parler du chai. Enfin, tu vois, et c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est diversifié. Et même à la fin, pour eux, ça les valorise. Bien sûr, ça valorise toute la cave, ça valorise les vignerons aussi qui bossent avec parce qu'on parle de comment c'est fait. Et ensuite, une fois que tu arrives à la déguste, mais ces gens, ils sont là. Donc, en fait, c'est la boucle est bouclée, tu vois. Donc, ça va être super bien. Je pense que ça s'est lancé là en juin. Donc, franchement, je suis hyper confiante sur ce projet et je suis sûre qu'elle ouvre la voie à d'autres. J'espère, en tout cas. J'ai hâte d'avoir des retours sur le déploiement parce que... Ça, c'est un vrai truc différenciant. Et justement, en fait, le podcast, là, on vous parle de podcast de marque, c'est très, très chouette, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des, entre guillemets, plus petites actions qui peuvent être faites. C'est-à-dire que là, ça reste du podcast. C'est-à-dire que c'est un parcours sonore, mais c'est du podcast de marque. C'est du podcast de marque qui a été pensé pour alimenter une stratégie œnotouristique. Ouais, et de vente. Exactement, et de vente. Bien sûr. Et d'histoire, parce qu'au final, ça porte quand même vraiment fort leur branding. Donc là, il y a un objectif de notoriété, il y a un objectif business, mais aussi il y a un objectif, je pense, de visibilité. Oui. Et je pense aussi de fidélité dans le sens où c'est le genre de truc qui marche très bien en bouche à oreille. Absolument. C'est-à-dire que là, l'expérience est cool. Oui. Et voilà. Ouais. Tu vois. Et puis c'est facile, c'est sur ton téléphone. Et juste pour le dire, parce que je pense que c'est important, c'est pas un projet qui a pris... 1 an, c'est pas un projet complexe en termes de production, c'est eux qui le font en interne pour beaucoup. C'est que tu les briefes. Voilà, exactement, évidemment, et je les accompagne bien sûr. Et je m'occupe de tout ce qui est post-prod, le sound design et tout, ça va être très immersif, ça va être sympa, mais c'est pas complexe à mettre en place quand il y a des gens en interne qui sont motivés pour le faire et qui ont envie de faire un truc qui dépote, quoi. Vous pouvez lancer votre truc, on a signé, je crois, il y a moins de 2 mois, tu vois. Ça sort en juin. Camille, quand t'as rejoint Comme et Cru, parce qu'en fait, les auditeurs ne le savent pas, mais t'es là depuis le début pour Comme et Cru, qu'est-ce qui t'a convaincu que Comme et Cru avait un vrai potentiel de marque média et pas juste... que ça allait pas juste être un podcast en plus? 2 choses. La première chose, c'est que dans la filière... il n'y avait rien. Et que du coup, je suis pas bête, je vois le potentiel aussi, tu vois. Je savais qu'il y avait une énorme place à prendre. Et en plus, t'es quand même dans un niche de niche, on va dire. Bien sûr. Et du coup, ça, c'est le premier argument. C'est de me dire, ça a le potentiel pour devenir un média qui compte. Parce que de toute façon, déjà, à la base, autour, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, il y a plus. Ça, c'est sûr. Ça s'est un peu démocratisé, etc. Mais même malgré la concurrence, le deuxième argument, c'est que c'était toi. Et non, mais vraiment. Et non, mais je Camille pense est très polie. Non, pas du tout. Je pense que c'est comme les Camille est une sauvage, alors. Non, mais c'est comme les échographies. C'est-à-dire que c'est très opérateur dépendant. Et je pense que, je suis désolée, mais le podcast, pour moi, c'est opérateur dépendant. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai accompagnés par le passé et parfois que j'accompagne où il y a un énorme boulot à faire sur la personne en elle-même, parce que ça passe mal en podcast, c'est-à-dire que, et là je parle vraiment surtout audio, c'est chiant. C'est chiant et pourtant la personne est passionnée. J'ai accompagné des gens qui étaient vraiment à la pointe de leur boulot et c'était hyper intéressant et tout. Mais alors, c'était d'un soporifique, genre. Et donc, je pense qu'il y a aussi cet argument-là de me dire, purée, Eva, c'est une nana qui a de l'ambition, qui veut aller loin avec, mais pas, à la base, c'était pas qu'avec le podcast. Non, pas du tout. Mais quand même... C'est un ajout, tu vois, à l'écosystème Comme et Cru, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai réfléchi en écosystème. C'est-à-dire, j'ai commencé avec la newsletter. Ensuite, la newsletter, on m'a dit que c'était trop long, donc le podcast. Ensuite, je suis passée de seule à l'agence. Donc, l'agence, et maintenant, tu as un écosystème Comme et Cru qui peut être confusant d'ailleurs pour certains. Donc, c'est un argument aussi. Parce qu'en fait, je savais que tu resterais pas petit, tu vois. Je savais que quand on s'est rencontrés, que tu voulais pas ça, que tu avais l'ambition de grandir, etc. Bien sûr. Il y a ça, et je pense que l'autre argument, c'est le fait qu'on ait la possibilité, toi et moi, d'avoir une relation qui... C'est important quand même, parce que quand on a un prestat qui prend autant de place, il faut quand même avoir une bonne relation. Mais qu'on ait une relation de confiance qui permette aussi d'avoir carte blanche. Oui. Tu as toujours été très open de me dire, en fait, qu'est-ce que tu en penses de ce format-là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça, on l'arrête pas? Et moi, j'étais toujours aussi open de te dire, en fait, ça, c'était de la merde, on arrête. Voilà. Et je pense que, en fait, un média, il évolue encore plus vite qu'une boîte. Tu vois? Donc, je pense qu'on est obligé de toujours s'adapter. Tu vois? Et d'ailleurs, tu vois, t'as réaffiné ton positionnement. Absolument, le positionnement. Et le podcast, il suit de très très près. Tu vois, dans le casting, les gens vont pas s'en rendre compte forcément à l'écoute et parce tout. Parce que c'est vraiment un travail de fourmi. Voilà. Et de l'ombre.
Exactement, de l'ombre. Mais c'est clair que quand je t'ai contacté en te disant, donc, parce que je connaissais Camille avant, bien entendu, comme écru, mais quand j'ai contacté Camille en disant, voilà, j'ai un projet pour lancer un podcast, c'était en 2023, en été 2023, et je t'ai dit, bon, bah voilà, l'idée, elle est là, enfin, c'est-à-dire que je suis arrivée, j'avais déjà l'idée, j'avais déjà ma stratégie, on a affiné des trucs, mais... Tu savais ce que tu voulais, Je savais ce que je voulais, je savais aussi ce que je ne voulais pas. Ouais, surtout. Je savais que le com est cru, c'est-à-dire qu'on peut se dire oui c'est un nom, mais en fait dans com est cru, t'as com et t'as le côté cru, c'est-à-dire il y a le côté vraiment brut de pomme, c'est quelque chose dont je ne veux pas me départir, c'est vraiment ma marque de fabrique. Ah, oui. Tu vois, c'est quelque chose qui est dans les contenus, mais c'est quelque chose aussi qui fait partie de ma personne et de ma personnalité, c'est quelque chose qu'on peut pas m'enlever, tu vois. Bah non. C'est pour ça qu'on vient de chercher d'ailleurs. Absolument. Mais tu vois, il m'a fallu aussi du temps pour l'assumer aussi. Pour le comprendre, l'assumer aussi, bien entendu. Mais... Donc c'est un peu comme ça que j'ai pensé le podcast. Aujourd'hui, Comme Écru, c'est devenu une marque média. Quel rôle, toi, tu joues dans la création de cette marque média? Fourmi de l'ombre. Non, c'est vraiment un boulot de l'ombre, mais que moi j'adore parce que du coup, mettre en avant des gens cool, j'adore. Tu vois. Non, en vrai, je suis juste garante de ce qui sort. Donc c'est-à-dire que si demain, le casting, j'estime qu'il n'est pas... c'est même pas intéressant, qu'il n'est pas avantageux pour Comme Écru, pas que pour Eva, bien sûr, mais pour Comme Écru, je te dirais, ben non. Ça n'en vaut pas. Et s'il y en a, je trouve ce serait quand même intéressant de les avoir, parce qu'au final, peut-être qu'ils ont été ailleurs, etc., tu vois, mais je pense quand même que c'est un peu des figures qu'il faudrait inviter, tu vois. Je vais pas hésiter à te le dire. Et je pense que je suis garante de cette image-là. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi par des trucs très concrets dans je cut les punchlines qui sont intéressantes dans les interviews, que je trouve vraiment, peut-être pas au point de te dire viral, je peux pas te dire ça en amont, mais en tout cas qui sont vraiment impactantes et surtout qui vont aller montrer quelque chose de Comme Écru. Donc si par exemple tu vas titiller un invité sur une question qui est un peu compliquée pour eux de répondre, mais parce que c'est aussi ta marque de fabrique et c'est aussi ça qu'on cherche dans les guides de questions, c'est aller un peu titiller, aller un peu plus loin que juste la surface, tu vois. Si c'est vraiment intéressant et qu'on se dit ah ouais bon bah là c'était une bonne question parce que tu vois la question a été pensée en amont et que c'est cool, on peut exploiter, alors ça part et après derrière je le file à l'équipe et tout, tu vois. Mais je pense que c'est ça mon rôle, c'est d'être garante de ton image de marque et de l'image de marque de Comme Écru et du positionnement en média et du positionnement et de d'être ok avec le fait que c'est aligné avec tout le reste aussi. Autre chose également, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais Comme Écru aujourd'hui offre des espaces de sponsorisation à des marques, c'est-à-dire qu'on propose des épisodes éditorialisés, c'est-à-dire qu'on propose à des marques qui nous contactent, puisque aujourd'hui, en fait, on a un planning. Exactement, on a un planning qui est déjà bien défini en amont, et quand on a des demandes entrantes, on propose à certains de faire des épisodes donc en sponsoring, donc ce sont des épisodes de placement, où en fait, effectivement, ils vont payer, mais ça nous est arrivé, là, à 2 reprises, de refuser des épisodes de sponsoring, puisque les marques ne correspondaient pas ou n'étaient pas encore au stade de développement qui appelait exactement un épisode de podcast. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de stratégie de marque, si vous n'avez pas d'actualité, gardez votre argent, en fait. On le prendra pas, ça ne sert absolument à rien. Ouais, c'est ça. Puis je pense que... on peut aujourd'hui, il y a plein de podcasts qui vont aller faire du placement et qui vont accepter tout le monde. Oui, et on voilà. n'est pas une régie publicitaire. On n'est clairement pas un tableau publicitaire. Encore une fois, je suis garante de ça aussi, tu vois. Et il y a des gens, clairement, qu'on a eu en rendez-vous parce que on prend le temps de faire des heures de rendez-vous avant pour cadrer le truc, pour comprendre la personne. Et moi, je le faisais déjà chez Ferrero au début de ma carrière. Mais tu vois, il y en a à qui on a dit, écoutez, intéressant, mais pas maintenant. Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est ça, trop early. On reste en contact, mais pas maintenant. Ou alors, plateforme de marque bancale ou inexistante, où on sent qu'on comprend pas le produit. Exactement, ou juste, en fait, c'est... à l'opposé, c'est aux antipodes du positionnement de Comme Écru. Moi, j'avoue que je ne suis pas à l'aise de mettre en avant des marques qui sont... Tu le défends derrière. Oui, bien sûr. Et puis c'est... Exactement. Je ne suis pas mercenaire. Je ne suis pas à vendre. C'est-à-dire que, oui, mettre en avant votre produit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Comme Écru parle à des décideurs de la filière. C'est la réalité. Majoritairement, l'audience, elle est en B2B. On a plus 35% de croissance en moyenne sur le podcast tous les mois. Donc, c'est énorme. Et je me dis, oui, il y a un truc à faire. Il y a quelque chose à faire, oui. Mais on ne va pas le faire n'importe comment. Mais c'est surtout que pour les marques qui viennent, c'est aussi pas rien, parce que c'est justement, comme on disait par rapport aux réseaux sociaux, que eux, ils ont pour leurs marques souvent. J'espère. La plupart, en fait, n'ont pas d'espace de parole où on peut justement leur demander les vraies choses.
Tu vois, le pourquoi ils font ça. En fait, je pense qu'aujourd'hui, sur justement des décideurs, etc., qui ont beaucoup de, tu vois, des startups, il y en a plein, enfin, il y a beaucoup d'acteurs dans cette filière, tu vois. Oui. Je pense que, comment tu fais ton choix ? Encore une fois, si tu l'as entendu dans ton podcast que tu adores, parce que tu écoutes Comme Écru sur ton tracteur, peut-être qu'un jour, tu auras besoin d'un truc comme ça, de ce produit, ce service, etc. Et tu l'as entendu, c'est top of mind, en fait. Et là, tu as tout gagné. Donc, je pense qu'aujourd'hui, une marque qui vient dans Comme Écru avec un épisode sponsor, déjà, il est ultra co-créé. Genre, je pense que les gens se rendent pas du tout compte du boulot derrière, mais c'est un boulot, encore une fois, de l'ombre, mais en co-création. Il n'y a jamais un truc qui va déborder dans le sens où on est là pour aussi être garant de leur image de marque aussi. Absolument. Et je pense que c'est important de se dire que jamais on va mettre à mal une marque qui vient dans Comme Écru, tu vois. Mais pour ça, on veut aussi s'assurer que cette marque... soit conviennent aussi à nos standards, en fait. C'est bête à dire, mais il y a certains standards. Il y a le côté cru. C'est-à-dire que... C'est toujours spontané quand même. Exactement, c'est toujours spontané. Donc, ce que Camille essaie de vous dire par là, c'est que nous ne partageons pas le guide de questions. Nous partageons peut-être 5-10 questions. Il faut savoir que nos guides de questions font entre 30 et 40 questions. On ne les pose pas toutes, bien évidemment, mais on se garde toujours le droit d'avoir des jokers. On essaie à chaque fois de sortir des sentiers battus, de faire dire des choses à nos invités qu'ils n'ont jamais partagées. On axe aussi pas mal le discours aussi sur les gens qu'on reçoit. C'est-à-dire que c'est une chose que de parler produits, c'est une chose que de parler branding, mais on met toujours un peu de soi dans sa marque, dans ses produits, et je veux vraiment qu'ils puissent qu'ils puissent parler, qu'ils puissent exister. En fait, exister, exactement. Exister d'une autre manière que à travers leur marque. Ouais, puis on a tous un parcours, etc. Exactement, ils en parlent quand même assez peu, à part dans un encart qui sommes-nous sur le site. C'est ça. T'existes quand même très peu derrière ta marque. C'est vraiment quelque chose que je défends, c'est-à-dire l'humain. Il y en a plein qui te disent oui, l'humain c'est important, très bien. En l'occurrence, je suis convaincue que c'est pas l'humain qui est important, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est ce qui permet de différencier toi d'une autre, experte sur le sujet podcast, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que dans les soft skills, tu vois. Non, mais bien sûr. Des trucs comme ça, encore une fois, je te dis, tu peux pas faire semblant aussi. Ouais. Donc, il y a des marques, honnêtement, moi, ça m'est arrivé d'entendre des CEO parler ou quoi, d'une marque que, j'avais l'air de bien aimer, tu vois, j'avais rien contre eux, ou de me dire, oula, waouh, le discours a l'air bancal, ou tiens, j'ai l'impression que ça manque de transparence, ou on dirait qu'il joue un rôle, ou tu vois. Et ça met la puce à l'oreille. Donc, il y a un moment, si vous êtes clean avec vous-même, le podcast, c'est une très bonne idée pour pouvoir se placer aussi. Sachant que tu parlais du travail qu'il y a en amont, mais je pense qu'on ne se rend pas compte des process aussi. Ah oui. Les process, parce que quand on nous contacte, on envoie un questionnaire de préparation pour un rendez-vous. Où on ne sait pas encore si on va travailler avec la personne, c'est vraiment un rendez-vous. C'est du boulot en amont. Exactement, on fait vraiment ce qu'on appelle la due diligence, donc on fait toutes les recherches possibles et imaginables pour arriver et être prête pour le premier rendez-vous. Et ensuite, pour le premier rendez-vous, on pose encore des questions, et à la suite de ce premier rendez-vous, on décide si oui ou non, c'est intéressant de co-créer un épisode ensemble. Exactement. Et si c'est intéressant pour eux aussi. Exactement, à ce si moment-là. c'est pertinent, mais bien sûr, parce que quand même, l'argent, encore une fois, ne pousse pas sur les arbres. Non, c'est clair. Je veux dire, aujourd'hui, on a banalisé le fait de créer du contenu, c'est-à-dire il faut être sur LinkedIn, il faut être sur TikTok, faire du contenu sur Instagram et tout machin, podcast, mais vous n'avez pas besoin d'avoir votre trombine sur un podcast. Non. Faites les choses avec intentionnalité, faites les choses avec conviction. Exactement. Ayez une actualité à relayer. Et c'est très très fort. Je veux dire, avoir un podcast de marque, vraiment s'engager là-dedans, c'est très fort. Mais venir se placer sur un podcast qui a pignon sur rue dans son secteur, ça coûte moins cher et c'est quand même une très très bonne idée. Tu vois. Donc je pense que là on rentre dans l'influence. Bien clairement. Sûr, on est sur de l'influence. On est sur de l'influence B2B, mais on est quand même sur de l'influence. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un mode de consommation de contenu. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Comment, toi, tu vois l'évolution de Comme Écru dans les prochaines années ? Je pense qu'avec le fait que tu aies pu réaffiner le positionnement de Comme Écru agence, je pense que le podcast va pouvoir prendre plus de place que ce qu'il prenait avant. Déjà parce que tu investis beaucoup de temps et d'argent dans le podcast. Ouais. Et ensuite, je pense que je le vois comme quelque chose de très évolutif dans
Le format peut-être, mais surtout dans la manière d'aborder les choses, notamment dans les castings et dans les questions. D'aller peut-être toujours plus loin, d'aller chercher, on cherche toujours le truc un peu différenciant et tout, et justement des choses que les autres n'ont pas dit ailleurs, ou même des gens qui n'ont jamais été invités par des podcasts, parce qu'en fait personne ne pense à eux alors qu'ils sont ultra intéressants, tu vois, et pour la filière, surtout pour les gens qui t'écoutent, parce que intéressant pour toi c'est bien, mais intéressant un point de vue, pour... oui, moi franchement, si je veux faire un ego trip, c'est pas ce que je fais, enfin tu vois, je me suis jamais dit que pour me faire plaisir, j'allais faire un podcast, tout ce qui est communication, globalement, j'aime pas ça. Ce qui est d'ailleurs assez drôle quand on y pense. Mais bref, mettre des gens en avant qui n'ont pas été mis en avant, oui, mais c'est surtout... la manière dont je conçois le podcast, pour Comme Écru, c'est aider les gens les décideurs de la filière à prendre du recul, peut-être, à s'enrichir, à aller chercher d'autres inspirations en regardant ce qui se passe ailleurs et hors de la filière. Ouais, exactement. Et je pense que ça va être un des angles du coup qu'on va avoir dans les prochains mois, mais prochaines années aussi. Et il y a le côté international. Absolument. Je pense que ça, c'est le gros déclic de cette année, notamment avec l'épisode avec les vins du Portugal, qui marche très bien. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher, parce que on a tendance, je pense, en France quand même, à être un peu auto-centré sur nos problèmes, et il y en a, évidemment, ils existent, tu vois, et moi je peux pas minimiser ça, mais par contre, je pense qu'ailleurs, il y en a d'autres qui ont fait des trucs, et tu dis, ah ouais, mais attends, s'ils l'ont fait, pourquoi pas nous, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ce pourquoi pas nous qu'il faut aller créer. Et donc, je pense qu'à l'international, en plus, avec, t'as aucun souci à aller sur de l'international, pour le coup, avec tes clients et tout, donc pourquoi pas dans le podcast, tu vois. Donc, je pense que c'est encore un axe à améliorer, en tout cas à amplifier aujourd'hui dans Comme Écru. Pour quelqu'un dans la filière vin qui veut se lancer, par où est-ce qu'il commence et à qui il s'adresse ? Je sais que la question est maxi floue parce que ça va dépendre un petit peu de la cible et tout, mais si jamais il doit commencer par quelque part, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il achète du matos ? Il achète quoi comme matos ? Enfin, est-ce que tu as des recommandations ? Pour moi, le matos, c'est pas la base. Évidemment, un bon son, c'est important. Mais je te dis, avec un micro à 80 balles sur Amazon, tu peux faire le taf. C'est pas le problème. Je pense que je commencerai par aller voir quelqu'un dont c'est le métier, de penser la stratégie. Ça prend pas 2 ans, genre chez moi ça prend 6 heures, donc c'est pas le bout du monde non plus, tu vois. Et en fait, à la fin, tu sais où tu vas, tu sais à qui tu t'adresses, c'est clair. Mais même, tu es autonome. Bon, après ça c'est ma formule, je peux pas parler pour les autres, mais ma formule c'est d'être autonome ensuite pour aller même produire toi-même si tu veux. Il y a aucun problème, il y a pas d'obligation à déléguer la post-production, etc. Pas du tout. Évidemment que c'est une épine dans le pied en moins, parce que ça prend beaucoup de temps, et que on n'est pas forcément pro de ça, tu vois, pas tous ingé son dans nos hobbies. Donc je pense que j'irai voir quelqu'un juste au moins pour poser les bases et savoir où je vais. Savoir où je vais, ça veut dire aussi poser un concept qui est différenciant par rapport à ton marché. Ça veut dire quelqu'un qui fait bien cette voie aussi pour comprendre ton marché. Savoir à qui tu t'adresses, donc ta cible, pas ta cible client, ta cible auditeur. Absolument. Et ensuite, j'irai vraiment sur des choses type quel format proposer, justement en fonction de la cible, et quelle posture j'ai dans le podcast. Bien ça, sûr. C'est moi, je sais que personne n'en parle, mais moi je trouve ça hyper important. Genre, la posture, ça va être ton vocabulaire, ça va être comment tu t'adresses aux gens, ça va être tu utilises du jargon ou pas. Si tu en utilises, est-ce que tu l'expliques ou est-ce que tu laisses les gens dans le flou parce que tu bosses qu'avec des gens hyper experts de leur truc, ou est-ce que tu fais un peu de vulgarisation. Enfin, tu vois, tout ça, c'est la posture. Ça va être aussi, est-ce que je fais de la vidéo courte en mode hyper viral, etc. ou est-ce que je vais plutôt sur des formats un peu plus longs, de la newsletter, tu vois, du blog. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, tout ça découle de ta posture. Donc, en fait, c'est un truc qu'il faut penser en amont. Ça va être ton énergie dans la voix, ça va être la manière dont tu te présentes dans ta bande-annonce, dans tes intros. C'est hyper important. Si on devait faire une recommandation pour quelqu'un qui se lance, qui te demanderait, Camille, quel est le format qui performe le plus ? Et je parle là de la durée d'un épisode. Aujourd'hui, en France, on est sur une moyenne de 44 minutes d'épisode. Ouais. Donc les gens écoutent en moyenne des épisodes de 45 minutes, en gros, ce qui est beaucoup. Donc les gens qui se disent « Oh là là, les interviews d'1h15, c'est mort et tout », mais c'est faux. Regardez Legend, regarde Transfert, encore une fois, c'est les premiers. Ils font pas 20 minutes, voilà, Génération Do It Yourself, des trucs comme ça, même Bliss, c'est que des épisodes qui sont très très longs. Donc il y a un moment, aujourd'hui, le bouton pause existe, le bouton avance rapide aussi, s'il y en a qui écoutent en x2. Parce que surtout, ça permet de faire de l'immersion. Mais bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas du tout un problème. Par contre, ce n'est pas le format obligatoire pour tout le monde de faire du format long. L'interview n'est pas une obligation. Non plus. On peut très bien faire de la capsule beaucoup plus simple, sans la logistique d'avoir des invités, etc., de l'onboarding invité. Bien sûr. On peut aller sur des formats qui sont simples et qui cartonnent très bien. Des formats solo, pourquoi pas. Et combien de temps il faut attendre avant d'avoir des résultats ?
Parce que ça, c'est un peu la question. Tu le savais. Ouais, tu le savais dès le départ, mais en gros, moi, je pense qu'il faut. Alors, si on y va, quoi, tu vois. Je pense qu'on en a pour 6 mois. En 6 mois, en faisant vraiment une com régulière, etc., on va avoir vraiment une croissance. Et quand on travaille tous les leviers. Là, c'est vraiment si tu as tous les leviers au vert. Genre le référencement, enfin voilà, tout ce qui va avec, tous les trucs de l'ombre, justement, qu'on voit pas. Tu communiques aussi sur le podcast. Tu communiques sur le podcast, tu fais pas juste publier, puis ensuite, tu vas boire ton apéro, tu vois. Mais du coup, je pense que en 6 mois, c'est bien. 9 mois, tu commences à vraiment voir, je pense, des retombées. Et en 1 an, là, tu as vraiment pris ton rythme de croisière, tu as des process, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus carré. Carré comme un carré, comme on dit. Est-ce qu'on peut lancer un podcast sans budget ? Oui. Ou est-ce qu'il faut investir dès le départ ? On peut lancer un podcast sans budget. Tu peux le lancer là par terre, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vachement moins bien qu'un podcast professionnel. C'est peu confortable. Fort peu confortable. Non, honnêtement, on peut le faire sur un compte bureau. Encore une fois, si tu le penses bien en amont, tu prends un petit micro, tu te branches à ton PC, à ton machin. Tu prends Audacity, c'est gratuit. Il y a des gens qui font des trucs très bien avec très très peu. Ouais, je sais. Mais juste par contre, il faut avoir beaucoup de temps. J'ai commencé justement en faisant tout moi-même. Voilà. Sauf que par exemple, mon premier épisode, c'était avec Anthony Aubert. Et si j'avais su, Anthony, je m'excuse, je t'aurais envoyé un micro-cravate. J'espère te revoir dans le podcast, te réinviter. Mais la qualité audio, c'est vrai que je le vois, c'est très important quand même. Il y a un fossé entre le premier épisode et là, l'épisode qu'on fait ensemble. Mais tu peux avoir là une vidéo floue, j'espère pas. Absolument. Mais, voilà, mais par contre, vidéo floue. Si le son est mauvais, tu coupes tout de suite. Ah oui, non, mais je pense que tout le monde se reconnaîtra là-dedans. Et en même temps, non, parce que c'est un des épisodes qui enregistre le plus d'écoute, tu vois, parce que c'est le premier, parce que c'est Anthony, parce qu'il y a plein de raisons. Mais je trouve ça super intéressant de voir aussi le chemin parcouru. Et c'est certain que, alors, à la différence de Camille, le podcasting n'est pas mon métier. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est elle qui gère le podcast Comme Écru. Mais j'ai envie de me faire l'avocate du diable et de dire que vous n'avez pas besoin de dépenser 200 balles dans un micro. Pour la simple et bonne raison que déjà, tester un petit peu votre motivation. Ouais, c'est ça. Tester même avec un micro que vous pouvez acheter sur le Blue Yeti, je sais pas. Vous pouvez acheter des trucs, entre guillemets, moins chers, vous faire la main dessus. Déjà, juste savoir si ça vous convient ou ça vous convient pas. C'est pas parce que la concurrence lance un podcast qu'il faut absolument que vous ayez votre podcast. Non. Peut-être que ce sera pas le podcast votre média. C'est même la pire idée. Non, mais vraiment. Parce que souvent, vous le ferez moins bien qu'eux. Donc... Exactement. Et puis c'est surtout, encore une fois, il faut définir une stratégie en amont. Qu'est-ce que tu estimes être un bon volume d'écoute ? Là, c'est dur. Eh bien, tout dépend de ce qu'on fait dans la vie. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. En fait, je pense qu'il y a d'autres stats à regarder avant les écoutes. Est-ce que c'est quoi ? Dans du B2B. Le taux de complétion ? Pourquoi pas le taux de complétion ? Mais moi, j'irais sur le nombre d'auditeurs uniques. Okay. Et la croissance de ça, je t'explique. Sur un podcast très très grand public qui a par exemple vocation à divertir. Dans un podcast grand public notamment genre Crimes oubliés qui a vocation à faire des millions d'écoutes parce que mon but c'est de la notoriété surtout et du divertissement. Je vends rien derrière, tu vois. Le divertissement c'est inquiétant quand même. Ouais, mais ça rentre quand même dans cette case-là. C'est-à-dire que je ne vends rien derrière, c'est pas un podcast support. Et au final, tu pourrais très bien vendre ton livre. Je peux vendre mon livre, acheter mon livre. Il s'appelle pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à un podcast grand public comme ça, dans du B2B, on va aller chercher quoi ? On va aller chercher à avoir de la découvrabilité, mais de personnes qui sont particulièrement qualifiées, parce que finalement, globalement, à la fin, on a quand même envie, soit qu'ils pensent à nous en parlant à quelqu'un d'autre, ou que eux carrément achètent les produits et services. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand tu es dans tes stats d'hébergeur, les écoutes, c'est cool. Et évidemment que si tu es en croissance, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui t'écoutent globalement. Mais ça peut être aussi ta mère qui écoute 6 fois l'épisode. Je sais que ma mère a écouté la saison 1 de Crimes oubliés en boucle, parce qu'elle fait pas exprès, ça se lance à chaque fois qu'elle écoute un autre épisode, tu vois. Donc en fait, elle m'a fait beaucoup d'écoutes à elle toute seule. Merci maman. Mais du coup, ça compte comme des écoutes, mais pas comme un auditeur unique. Il y a toujours une seule maman qui a écouté plein d'épisodes, tu vois. Et donc, le truc que je veux dire, c'est que sur un podcast B2B de niche, comme par exemple Comme Écru peut l'être, tu vois, je trouve ça plus intéressant de se dire, ok, on met en place du coup une stratégie de découvrabilité par rapport au réseau, par rapport à, je sais pas, je mets un QR code, tu vois, sur une fiche, enfin n'importe quoi, en event, on file une carte, enfin, tu vois, je l'ai fait ça, en event, tu files une carte de visite avec un QR code vers le podcast, ça marche très très bien. Tu vois, ce genre de truc, du coup, tu vas créer des leviers de découvrabilité, t'actives un petit peu tout, puis tu vois ce qui marche, genre le référencement et tout. Et en fonction de ça, tu regardes si tes auditeurs uniques augmentent. Je sais pas, demain, tu te lances sur TikTok pour promouvoir ton podcast. Est-ce que tu as des nouveaux auditeurs uniques chaque mois ?
Si t'en as pas, ça veut dire que tu es écouté toujours par le même vivier de gens. Je reprends l'exemple de Daphné Moreau, qui a lancé son podcast avec des auditeurs qui ont commencé à l'écouter, donc on va dire des auditeurs early adopters du podcast, tu vois. Et au bout d'un moment, moi, je me suis rendu compte, en tant que podcast manager, que dans les stats, parce que les écoutes sont très bonnes et tout, qu'en fait, il n'y a pas d'auditeurs uniques, beaucoup, qui avançaient, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de croissance là-dessus. Okay. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je traduis ça pour elle en mots normaux, ça veut dire, en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui t'écoutent. Et donc, c'est bien parce que fidélité de l'audience, mais c'est mal dans le sens où si on cherche un peu plus de notoriété et des nouvelles personnes qui vont être intéressées par le sujet, évidemment, du coup, ça veut dire qu'il n'y a aucun levier de découvrabilité. Mais pourquoi ? Parce qu'elle n'en parlait pas, tout simplement. Elle a commencé à en parler et il y a des nouveaux auditeurs uniques. Donc en fait, je pense que ça, c'est le vrai truc à regarder. C'est est-ce que, si tu veux être découvert par plus de monde, tu vois, évidemment. Et ensuite, tu as évidemment le taux de complétion qui est intéressant. Le taux de complétion, c'est à quel niveau, à quel pourcentage les gens écoutent ton podcast. Donc, est-ce qu'il écoute à 100% jusqu'au bout, à la dernière miette, ou est-ce qu'il s'arrête à 30% parce que finalement, au bout de 30%, ils se disent « Oui, bon, ça m'intéresse pas, tu vois. » Voilà, donc ça, c'est important à regarder parce que du coup, ça, c'est intéressant quand tu fais un peu un bilan, aller à 3, 6 mois, 9 mois, et te dire « Ok, est-ce que le format, il est toujours... Les sujets, est-ce que les invités sont pertinents ? Les sujets, les invités, et est-ce que le format fonctionne toujours ? Parce qu'au final, si tu tapes que du documentaire d'1 heure et finalement, ta cible, en fait, elle aime bien écouter des petits trucs de 15 minutes en prenant sa douche, c'est que, évidemment, ils vont écouter 15 minutes et puis l'heure d'après, elle n'est pas écoutée. Donc, en soi, les écoutes intéressantes, mais pas... Intéressant, mais ça ne dit pas tout. Okay. Clairement pas. Okay. Évidemment que si c'est positif, c'est positif. Voilà. Mais si ça baisse, c'est que parfois, ce n'est pas le podcast en lui-même, c'est qu'il y a aussi des saisons, des saisonnalités dans le podcast et que parfois, il y a un peu moins de monde en fonction des secteurs. C'est quoi la meilleure saison ? Il n'y a pas de meilleure saison dans le podcast tout court, mais par exemple, sur la filière Vinspi, je pense que vous avez des temps forts dans l'année bien sûr. Qui font que les gens n'auront pas le temps d'écouter. Les temps de salon, par exemple. Si tout le monde est à Wine Paris, personne n'écoute du podcast. Et en même temps, tout le monde est à Wine Paris, mais quand tu prends ta caisse pour aller à Wine Paris, peut-être tu as le temps. Mais donc avant Wine Paris. Exactement. Pas pendant Wine Paris. Pas pendant Wine Paris. Donc il y a des saisons comme ça, par exemple, on dit en été, il n'y a plus personne. C'est faux. C'est faux, il y a que de la rediff, tout le monde s'embête en été, il y a personne, t'es au boulot, t'es tout seul en télétravail, il y a plein de gens qui écoutent des trucs, honnêtement, tu vois, et donc je pense qu'il y a des... Par exemple, dans le True Crime, ça marche très très fort l'été, parce que justement, tous mes petits copains, là, ils sont tous en rediff, ils sont tous en vacances, parce que c'est des radios, etc., ils ont 15 équipes de gens, etc., autour d'eux, et donc les équipes, elles sont en vacances, donc il se passe rien, sauf que Cam Cam, elle est pas en vacances. Donc Cam Cam, elle produit pendant ce temps 2 fois plus que les autres, pour aller augmenter la découvrabilité de gens qui se disent « Oh là là, j'ai plus rien à écouter sur ma serviette de plage, tu vois. Oh tiens, c'est quoi ça ?» Et c'est comme ça que le podcast a explosé, tu vois. Donc je pense qu'il y a des saisonnalités aussi à respecter en fonction de sa niche, de son sujet, etc. Je pense qu'aussi, un des vrais trucs à ne pas perdre de vue, c'est la rigueur. C'est-à-dire que c'est vraiment un média... Persévérance, exactement, c'est un média à long terme. Moi, j'ai une chance, c'est que je suis une énorme teigne et je lâche pas. Non. Je lâche pas le morceau, mais c'est vrai que ça demande du temps, ça demande de l'investissement, la préparation des questions. Enfin, moi, je vois la différence entre le moment où je gérais tout de A à Z, où j'ai commencé à déléguer les montages et où là, maintenant, où tu t'occupes de la plus grosse partie du podcast. Oui, c'est clair que c'est ça royal. t'enlève quand même un peu de... Ah ben oui, non, c'est royal. Bon, tout ça pour te dire que nous avons vraiment débordé, parce que c'était très intéressant. Mais nous allons nous stopper ici. Nous allons nous arrêter. Et si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez d'autres questions à poser à Camille, vous n'hésiterez pas à les poser en sur commentaire LinkedIn, de l'épisode ou directement sur LinkedIn. Mais oui, vous sur pouvez Spotify. Lui envoyer un petit message et elle vous répondra. Spotify, YouTube, laissez-nous un petit commentaire. Exactement. Voilà. Donc merci beaucoup Camille. Mais merci beaucoup à toi. Et à bientôt. Et à bientôt. Allez, bouffer. On a abusé. J'étais dans la...